Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur les ondes des radios Ferrarock. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 12 septembre pour inaugurer cette 10e édition du festival Hop Hop Hop, 10e édition qui se tiendra donc aujourd'hui et demain à Orléans, avec une très belle programmation encore pour ces 10 ans, pour cette fête, cet anniversaire finalement. On retrouvera des grands noms comme Étienne de Crécy et puis des choses un petit peu plus confidentielles, des nouvelles têtes. Enfin une programmation éclectique et émergente comme on a l'habitude de la voir dans ce festival. On est aujourd'hui en nombre, on est une dizaine de radios Ferrarock présentes aujourd'hui, avec notamment Radio Méga qu'on remercie encore une fois pour toute son installation technique, puisque cette année encore on vous propose une manière un peu différente de faire de la radio, puisqu'on n'est pas uniquement dans un studio à l'intérieur avec des artistes. On va se balader un petit peu dans la ville pendant 2 heures. Je suis présentement dans la scène de l'Institut. Voilà, très très belle scène où se déroulent des concerts un peu plus intimistes, un peu plus folk, un peu plus cocoon. Et puis on aura un autre plateau à retrouver du côté du Café des Beaux-Arts. On se rejoindra là-bas tout à l'heure. Et également Raph, qu'on remercie à la régie technique du côté de Dupanloup. Voilà un petit peu pour notre installation, là où on en est, on va plutôt bien, il fait beau pour l'instant, on croise les doigts. Aujourd'hui dans cette émission, on retrouvera plusieurs artistes, notamment Hades de Planète, Tyler Ballgame, ainsi que Aïta Mon Amour, Pneu et Interzone. Et nous aurons également la chance d'avoir une interview de la Fédération de Concerts, mais on verra ça plus tard. Pour commencer, on va faire une intro un peu plus particulière que d'habitude, on va faire une petite interview. En tout cas, on va rencontrer une artiste dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Élise Bourne. Et c'est Julie qui va se charger de vous la présenter. Bonjour Élise Bourne. Bonjour. Merci d'être avec nous déjà. Merci pour l'accueil. Tout d'abord, comment vas-tu ? Est-ce que tu te sens prête pour les balances ? Ouais, ça va super. J'ai fait ma première petite interview, donc là ça enchaîne et puis après les balances, ce sera super. Il fait beau à Orléans, comme tu dis. Donc on t'a découvert lors des concerts à la maison en 2024, puis à travers ton partenariat avec la Ferrarock, et on te retrouve maintenant au Hop Hop Hop, donc dans un contexte peut-être un petit peu moins bucolique. Qu'est-ce que ça te fait, ce changement d'environnement, de passer sur une scène un peu plus grande? Ça me fait plaisir de faire plusieurs types de scènes. En fait, c'est un peu, j'ai un peu toujours été prône à faire ça. J'ai fait mon premier concert à Stéréolux et puis après, tout de suite, c'était une bibliothèque. Après, un concert je sais pas, dans un jardin. Après, dans un théâtre. Enfin, je prends beaucoup plaisir à changer. Et là, la scène de l'Institut, elle est vraiment magnifique. Donc, j'ai très hâte de 19h30 ce soir. Est-ce que ton projet artistique, donc, qui a débuté de manière autodidacte, si je dis pas de bêtises, a connu un tournant depuis ton partenariat avec la Ferrarock ? En fait, ça fait pas si longtemps que ça. Le partenariat, c'était la sortie de l'album, mais c'est vrai que en fait, j'ai beaucoup plus conscience de la largeur, en fait, de comment c'est vaste. J'ai eu beaucoup plus d'écoute plutôt au sein de la Loire-Atlantique au début, et là de me rendre compte que y a des gens un peu partout dans la France qui ont peut-être déjà entendu une de mes chansons. Ça fait chaud au cœur et puis ça donne envie de plus voyager et puis d'aller voir un peu partout, quoi. Donc ça fait plaisir là d'être avec vous. T'as noté une différence justement dans les relations, par exemple avec ton public ou même dans le monde artistique, le fait de ce partenariat-là ? J'aimerais, en fait, ce soir, c'est un peu mon premier concert avant un petit moment. J'ai fait une petite pause de plusieurs mois et je viens juste de signer justement avec mon tourneur Podium. D'accord. Et là, c'est un peu le premier concert avec eux. Donc, j'ai une belle série de plusieurs concerts sur octobre, novembre et septembre. Du coup, j'ai hâte. Là, c'est un peu le début, là. Donc, je pourrais te répondre plutôt dans quelques mois. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as un coup de cœur
particulier dans la programmation du Hop Hop, quelqu'un que tu as envie d'aller voir? Là, je suis allée, j'ai découvert Diane, justement, qui joue juste après moi dans la salle de l'Institut. Et ça a l'air très chouette, je connaissais pas, j'ai écouté un petit peu. Et d'ailleurs, elle a fait l'interview juste avant moi au 108. Donc, j'ai hâte de l'écouter sur scène. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps, Élise. Merci. Et on se retrouve à 19h30 sur la scène Institut. Merci beaucoup, merci Julie, merci Élise. On va maintenant continuer notre pérégrination dans les rues d'Orléans et va se retrouver du côté du Café des Beaux-Arts. Est-ce qu'on m'entend là-bas ? On t'entend très bien, Sarah. On m'entend très Salut. bien, c'est super. Vous avez Sophie qui va pouvoir mener cette interview de Fred et Mathieu. On te laisse, Sophie, c'est à toi. Merci beaucoup. Effectivement, pour démarrer cette prise d'antenne, forcément, on devait recevoir Mathieu Dufaux et Fred Robe, tous les deux, donc respectivement programmateurs et le directeur de l'Astrolabe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc l'Astrolabe, je le rappelle, qui organise ce merveilleux festival qui est Hop Hop Hop. Un petit mot juste sur l'Astrolabe, parce qu'il y a toujours des gens qui ne vous connaissent pas, malheureusement, mais ça existe. L'Astrolabe, cette SMAC, scène de musique actuelle. L'Astrolabe, c'est à peu près une 50aine de concerts par an, des résidences, des interventions au milieu scolaire, une chorale, d'autres choses, mais ça fait déjà pas mal d'activités. Je dirais presque que tu as tout dit, en gros, mais c'est effectivement un lieu culturel qui fait de la diffusion de spectacles, de l'accompagnement d'artistes, de la répétition aussi, parce qu'on a des locaux de répétition qui s'appellent Polysoniques, qui sont pas dans l'Astrolabe même, mais qui sont périphérie, en centre-ville. Et puis, effectivement, tout ce qui est médiation culturelle, interventions diverses et variées. Enfin bref, on est un peu partout, effectivement, autour des musiques actuelles. C'est notre sujet. Et une grosse présence tout au long de l'année. On l'a dit en introduction, ce sont les 10 ans de Hop Hop Hop. Alors, on a l'habitude, j'imagine, vous faites des bilans chaque année de chaque édition, mais forcément, 10 ans, il y a un bilan un peu particulier à faire. Avant de rentrer peut-être un peu plus dans un bilan détaillé, est-ce que vous auriez quelques chiffres comme ça à donner sur ces 10 ans qui pourraient représenter ces 10 ans de festival Hop 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 ? Mathieu, tu as des chiffres? J'ai des chiffres, un nombre d'artistes à donner. Ouais, alors je vais te le laisser parce que tu l'as plus précis que moi. Non, mais c'est la 10e édition. Oui. Les 10 ans seront l'année prochaine, mais on fête aujourd'hui le 10e parce que c'est un chiffre rond. Des chiffres, c'est 5 scènes. Je laisse le soin de présenter le nombre d'artistes. C'est des programmateurs associés aussi au début, et des assos locales. C'est des performances hors dans le milieu urbain, donc accessible à tous les publics régulièrement, la jungle avec le collectif de déco, plein de performances participatives. Et c'est combien de groupes, Frédéric Robe ? C'est 342 groupes en 10 éditions, et puis c'est 40 nationalités également. C'est 15 salariés de l'équipe permanente au service de ce festival, plus plein de techniciens et techniciennes, plus d'une quarantaine qui bossent. C'est 160 bénévoles qui sont mobilisés pendant une semaine, montage, exploit, démontage. Des beaux chiffres. Avec ce bilan, si on vient sur l'impact, est-ce que vous avez réussi à mesurer, est-ce que vous pouvez nous, pas forcément là en chiffres, mais l'impact du festival Hop 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 en 10 ans ? Alors, on n'a pas vraiment... Enfin, on évalue un petit peu, mais plus d'un point de vue, je dirais, artistique et public, tu vois. Donc on évalue un petit peu, on regarde un petit peu comment s'est passée l'édition, on débriefe avec les équipes, on voit ce qui s'est plutôt bien passé, ce qui est bon à maintenir, etc. Et puisqu'on a envie potentiellement aussi de développer. Et puis, à côté de ça, effectivement, il y a des choses qu'on va arrêter ou qu'on n'a pas le choix, on va être obligé d'arrêter. Je pense au jardin de l'évêché, par exemple. Ça allait être l'un de mes sujets. Voilà. Du coup, on peut tout de suite le dire. Oui, là, c'est a priori, le festival n'y reviendra pas. En tout cas, depuis 2 ans, on n'y revient pas. On n'a pas dit notre dernier mot, parce qu'on aimerait bien. Non, et puis bon, tu vois, moi, hier, on était justement au pot inaugural du festival, et puis j'ai eu une conversation justement avec un représentant de la ville à ce sujet, tu vois, pour peut-être envisager un retour, mais bon, voilà, ça faut discuter, Parce qu'on le rappelle, donc des travaux ont été, il y a eu des travaux autour de la cathédrale, du jardin, un peu dans le jardin aussi par rapport aux arbres. Ouais. Et donc il y avait une suspension des activités culturelles dans le jardin de l'évêché, et pour l'instant ça part. Pour l'instant, pas que pour Hop Hop Hop, d'ailleurs. C'est surtout qu'il y avait des velléités justement de refaire un jardin à la française, on va dire.
Et donc c'était compliqué d'envisager une reprise d'événements festifs si effectivement on était sur quelque chose d'un peu repris de manière, on dirait état concours avec effectivement un gazon nickel ou des choses comme ça, tu vois. Bon, maintenant, moi je pense que voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être malgré tout nécessité d'envisager un retour potentiel, tu vois. Donc c'est des discussions à avoir. C'est aussi important, je pense, pour l'image du festival. Et puis pour l'image d'Orléans, parce qu'on est vraiment sur un écrin absolument dingue, avec une jauge qui est pour le coup peut-être beaucoup moins grande que celle du Campo Santo, mais qui permettait justement une vraie alternative à cet immense Campo Santo qu'on arrive à habiller quand même. On a mis 2 scènes dedans, etc. etc. Donc voilà, faut pas... Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Non, on n'a pas dit. Je pense que voilà, peut-être qu'un jour, Orléans décidera de redonner la vie, de redonner vie à ce jardin, quoi, en quelque sorte, auquel les Orléanais sont très attachés, pour le coup, parce que même si nous, effectivement, on revendique l'idée d'y retourner, c'est aussi beaucoup de gens qui viennent vers nous en nous disant mais quand est-ce que vous retrouvez l'évêché, quoi, tu vois. On l'a entendu dire effectivement, et nous aussi, on avait été très heureux de ces éditions dans le jardin de l'évêché. Si on revient sur l'impact du festival Hop 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 au niveau musical, au niveau des réseaux, qu'est-ce que vous en retirez de ces 10 éditions parce qu'on parle d'émergence musicale. Ouais. Qu'est-ce que vous en retirez de l'impact de votre festival sur les artistes qui passent, par exemple les artistes, ça leur permet d'avoir une fenêtre d'ouverture, d'autant plus on parle d'artistes émergents, donc c'est l'occasion. Et rapidement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des salles, dans des festivals, qui ont adhéré au festival pour y découvrir des nouveaux artistes. Et on en parlait à notre média, mais je me rappelle de la venue de Squid qui avait joué au Centre chorégraphique national. Et en fait, la bookeuse m'a dit qu'elle avait booké sa tournée de printemps grâce à ce concert-là, quoi. Donc il y a des groupes régionaux aussi. Moi, je prends l'exemple de Double Vitrage qui a explosé le théâtre l'année dernière et qui a pu faire encore plus de dates. Déjà, ils en ont pas mal, mais voilà, il y a à la fois sur des groupes régionaux et sur des groupes émergents français ou étrangers, il y a vraiment cette envie de découvrir et d'aller au festival pour nourrir sa programmation et puis découvrir en tant que média aussi des nouveaux artistes, quoi. Et puis autre chose aussi, c'est l'engouement aussi des tourneurs pour le festival, parce que t'as quand même pas énormément aussi de festivals qui proposent comme ça une si belle place pour l'émergence et pour justement des newcomers ou des nouveaux artistes, etc., ou des projets même parfois un petit peu barrés, quoi. Donc c'est vrai qu'on a on sent, enfin depuis quasiment la 2e édition, que ça monte un petit peu en puissance et que Hop Hop Hop, par rapport effectivement au segment dans lequel on se situe, il y a un véritable intérêt pour faire jouer leurs artistes sur ce festival, quoi. Donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que ça augmente la proposition. Après, nous on devrait beaucoup voir des choses aussi avec Mathieu à droite à gauche pour aussi aller traquer, je dirais un petit peu, ou diguer comme on dit maintenant, la nouveauté absolue, quoi. Et ça, j'aurais une question effectivement sur où est-ce que vous allez chercher vos artistes. On dira rien. Et avant, on ne révèle pas ses sources comme on dit aussi chez moi. Et avant aussi d'aborder la programmation quand même de cette 10e édition, pour finir un peu ce bilan, je voulais faire avec vous une anecdote chacun ou 2 anecdotes chacun. Ça peut être une anecdote drôle, épique, triste, je sais, vous choisissez, mais une anecdote, un truc que vous avez vécu, qui vous a marqué depuis ces 10 éditions. Moi, je reviendrai sur cette performance qui a fait les décorateurs Grand Géant avec le groupe La Jungle, je trouve que la musique de La Jungle, elle est chouette, mais c'est pas la plus accessible de toutes et tous, et d'avoir cet engouement populaire, puisque c'était accessible gratuitement en fait autour de cette musique-là, avec cette performance des décorateurs, j'ai gardé un grand souvenir. Et puis ça montre aussi la collaboration qu'on a avec les décorateurs qui sont fidèles depuis quelques années, avec qui on a vraiment un vrai travail de mise en valeur de nos sites respectifs. Et voilà, ils ont quand on leur a proposé ça, ils ont dit ok, on l'avait déjà fait. Ils l'avaient déjà fait à l'Antipode avec Ropoporose. Et l'idée, c'était de le refaire avec un nouveau groupe. Et ils ont dit banco. Et moi, c'est un des grands souvenirs que je garderai de ce festival. Moi, c'est vraiment je dirais presque la première
potentiellement la deuxième édition, c'est vraiment mais déjà la première, c'est le fait d'avoir réellement surpris les Orléanais par rapport avec ce festival. C'est-à-dire qu'ils s'y attendaient pas, quoi. Ils savaient pas à quoi s'attendre, ils s'y attendaient pas. Ils ont découvert un truc de dingue où on allait... à l'époque, on avait le jardin de l'évêché, plus 4 scènes satellites, ça partait dans tous les sens. Des gens qui étaient partout dans la ville, etc. Et en fait, on croisait des gens qui nous disaient « mais merci, c'est dingue, j'ai vu un truc de dingue, j'ai vu ça, j'ai vu ci, je suis allé voir ce truc parce qu'on m'a dit que c'était bien, etc. » En fait, on a créé quelque chose qui a réellement animé les Orléanais. Et on a tout de suite senti qu'il y avait un attachement à ce festival. Et c'est vrai qu'il y a une communauté au pop-up qui existe, qui est présente, qui attend le festival avec impatience. Et puis, et ça, voilà, c'est vraiment l'anecdote que j'ai, c'est tous ces remerciements qu'on peut avoir, même de gens anonymes qui nous disent « Ah non, merci, c'est trop bien, c'est une fête géniale, etc. » Et ça fait vraiment plaisir parce que tu te dis que ton énergie, l'énergie que tu mets là-dedans avec ton équipe, elle a au moins ce mérite d'être, de faire plaisir à des gens, quoi. Il nous reste 2 minutes, quand même un mot sur la programmation 2025. Moi j'ai une petite question sur, donc bien sûr, de l'émergence musicale, mais vous avez précisé aussi que dans cette édition, il y avait quelques noms renommés, vous voyez comme des repères, c'est-à-dire des repères de quoi ? Des repères pour comme tout festival, en fait, il y a ce pouvoir d'attraction sur des personnes qui vont pas forcément fouler les salles de concert régulièrement, en fait, et qui ont besoin d'un repère pour entrer et pousser la porte et découvrir d'autres groupes. Donc on s'est dit, cette année, on va leur mettre quelques repères. Voilà, il y en a 3-4, voilà, et pour déclencher l'intérêt à aller dans ce festival, découvrir d'autres artistes qui sont moins connus pour le coup, quoi. Et ça, parce que ce festival, quand il est émergent, contrairement à des festivals où il n'y a que des grosses têtes d'affiche, on se dit on y va pas, voilà, on n'est pas... Il suffit qu'il fasse un mauvais temps et on ira l'année prochaine. On va rien rater, on connaît rien. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui. C'est un peu l'idée. Et là, voilà, s'il y a des amateurs ou des amatrices d'Étienne de Crécy, ils pourront découvrir d'autres choses avant, quoi. Et alors c'est pas très sympa de ma part, mais juste un commentaire parce qu'on pouvait pas passer à côté. Un commentaire sur l'actualité sociale, mouvement social. Donc on a vu la journée du 10 septembre. Comment vous vous positionnez, vous, à l'Astrolabe là-dessus ? Je dirais que rapidement, nous on est pleinement solidaires effectivement d'un ras-le-bol général qui peut exister, des difficultés de nombreuses personnes et voilà, quoi. Donc on est pleinement solidaires, c'est-à-dire que on le sait, la culture est touchée par cela. On voit des festivals qui sont annulés, c'était évoqué hier au pot d'inauguration. Donc des festivals qui n'existent plus, c'est des dizaines, des centaines d'emplois qui n'existent plus. C'est des personnes, des techniciens, des artistes intermittents qui sont de fait en danger, etc. Donc nous, on peut être que solidaires de cela. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit des manières effectivement de faire qui sont juste, pour reprendre un terme de Jacques Chirac, abracadabrantesque, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu usant. Enfin, je pense que cette usure, elle existe aussi dans le monde de la culture, chez les artistes. C'est les gens qui font de la culture comme nous, dans nos équipes, parce que il y a quand même un besoin de reconnaître le travail des gens, l'énergie des gens, et puis de faire en sorte effectivement que les moyens de production ne soient pas accaparés que par une seule catégorie de la population, quoi. Donc on est pleinement solidaire de ce ras-le-bol. Je pense qu'effectivement on va se mobiliser le 18, parce que le 18 c'est pour le coup un appel des syndicats, notamment des syndicats du spectacle vivant. Et il faut effectivement qu'il y ait quand même des choses profondes qui changent dans la manière de gouverner ce pays, quoi. Merci beaucoup Fred Robe et Mathieu Dufaux. Mathieu, tu voulais dire quelque chose ? Non. Vous avez choisi comme pause musicale Java de Gros Cœur. Ouais. Je vous laisse faire le lancement de cette pause musicale. Ouais, et on écoute tout de suite. Gros Cœur, groupe de Belgique, comme on existe assez souvent à Pop-Up. Tropical, surf, psyché, j'adore. Ils ont joué une première fois à l'Astrolabe. À la sortie du concert, j'ai dit vous reviendrez au Pop-Up. Voilà, nouvel album en plus, donc c'est parfait. Merci à tous les deux. Et merci à vous de votre soutien et de votre venue. Et on les écoute tout de suite.
Et c'était Gros Cœur avec le titre Java. On va maintenant continuer notre voyage dans les rues et les lieux d'Orléans et on va retrouver Louis qui est du côté du théâtre. Louis, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends tout à fait, Sarah. Bah écoute, on est ici du côté du théâtre. Ah bah oui, carrément. Alors je ne suis pas seul, je suis toujours avec Julie qui nous a accompagnés pour assister à l'interview de Hades, The Planet, qui est avec nous, que l'on peut appeler Hadé, je crois. Oui, c'est ça, c'est mon prénom. C'est ton prénom. Et donc du coup, pourquoi The Planet ? Je me posais la question. C'est vrai que c'est un superlatif quand même, une grosse planète pour désigner tout cet univers musical qui est encore assez jeune. Pourquoi une planète ? Une planète, moi j'ai toujours aimé beaucoup l'astronomie, l'astrologie, donc je trouvais ça logique justement pour représenter un peu tout cet univers et surtout ma tête, c'est la planète. Ouais, l'astrologie, tu veux dire aussi les signes astrologiques, pas juste l'astronomie. Oui, pas juste l'astronomie, les deux dans un sens, mais oui aussi. Ça veut dire que ça a une symbolique pour toi aussi tout ça ? Pas particulièrement, mais j'ai toujours été un peu passionnée. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup de livres sur l'astronomie. Ok. Je me posais aussi une question. T'es quand même quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Oui. Tu viens de Côte d'Ivoire, c'est ça ? Si oui, je dis pas de bêtises. T'as beaucoup voyagé, notamment pour des études, c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, quel rapport t'entretiens à tes origines après avoir vu autant de pays ? Alors c'est marrant parce que justement je suis retournée vivre dans mon pays en Côte d'Ivoire après avoir fait un peu le tour du monde. Ouais. Et en réalité c'est vrai que je me suis jamais sentie aussi bien ailleurs que dans mon pays, même là depuis que je suis à Paris. Bon, j'aime beaucoup la vie que je mène ici, mais ça me manque toujours, je sais pas, il y a un certain confort, et puis la Côte d'Ivoire particulièrement a un climat qui me plaît, c'est plutôt tropical donc c'est assez humide, mais il fait chaud, il fait bon d'y vivre, la bouffe est bonne, les logements sont grands. Des petits trucs qui me manquent comparé à partout ailleurs. Ouais. Même le reste en vrai. Ah ouais, mais du coup, t'as vu quoi ? T'as vu les États-Unis aussi ? Oui, j'ai vécu un petit moment à San Francisco. J'ai vécu un petit moment à New York aussi, donc complètement à l'opposé, que j'ai pas aimé, mais j'ai vécu en Espagne aussi pas mal de temps. Quand je dis pas mal de temps, c'était long, en vrai, 2 à 4 ans quoi. Ah oui, donc c'est bon, t'as expérimenté. Le temps d'apprendre la langue, d'étudier, de rencontrer, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut quand même vivre un bon moment quelque part pour connaître les lieux quoi. C'est quoi qui te plaît pas trop à San Francisco ? Alors honnêtement, c'est incroyable San Francisco. Hein. Ouais. San Francisco, c'est vraiment une destination qui m'a beaucoup marqué positivement. Ouais. Les gens, ils sont particulièrement agréables. Il y a un peu de tout. Alors, comme j'ai vécu en Espagne avant, je parlais espagnol. Ça m'a fait du bien de rencontrer beaucoup de gens qui parlent le mexicain, enfin qui sont mexicains, donc qui parlent l'espagnol aussi. J'habitais à côté de Oakland, c'est là où le mouvement Black Panther a été créé à l'époque. Donc aussi, la communauté noire est assez grande là-bas. Franchement, c'est un lieu qui m'a vraiment plu aussi parce qu'il est très mixte. Et j'ai été bien accueillie aux États-Unis, oui, j'ai trouvé ma place. Ouais, c'est cool, mais justement, ta création, j'ai envie de dire, elle est née en Côte d'Ivoire, alors que tu avais voyagé avant. Notamment, il est question du Covid, qui aurait été un petit élément déclencheur dans ta création musicale. Comment ça se fait ? Alors, comment toi, t'en arrives à te dire, bon, là, on est confiné, et ben, moi, je vais créer, et puis maintenant, c'est ta carrière ? Alors, c'est arrivé vraiment justement parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc, on était complètement en quarantaine. Et je suis arrivée à un moment où il n'était plus question de survie, de chercher à travailler, parce que de toute façon, on ne pouvait pas travailler. Il n'y avait pas de distraction, pas d'activité, pas de théâtre, pas de cinéma. Donc, en vrai, là, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis demandé ce que j'ai toujours voulu faire. Quelle était une passion que j'avais jamais pu découvrir ou apprivoiser. Et puis la musique est arrivée presque automatiquement. Là, vraiment, c'est un questionnement qui a pris 3 minutes dans ma tête. Je me suis dit, là, vu que t'as rien, quand tu passes vraiment d'un plateau blanc, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et ça a été de créer de la musique. Je voulais particulièrement savoir comment tu passes du silence au bruit, à un son. Et voilà, ça a démarré de ça. Pourquoi la musique du coup ? Parce qu'on pouvait faire plein de trucs. Franchement, je pense qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu en moi. C'est que t'en écoutes beaucoup ? Ah oui, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Mais j'ai toujours aussi eu la curiosité de savoir comment on faisait la musique, pas tant juste de la consommer. Je me suis toujours demandé, mais comment on fait ce son ? Comment tu additionnes tous ces sons ? Et puis, bon, finalement, c'est assez logique, mais dans la tête de quelqu'un qui connaît pas du tout le métier, moi, je savais pas. Vraiment, j'ai ouvert YouTube et j'ai commencé à répondre à ces questions comme ça. Puis j'ai commandé mon synthé et puis voilà, j'ai appris sur le tas. Oui, c'est ça, parce que quand on t'écoute, on se dit c'est quasiment une rappeuse, on pourrait dire, donc il y a des textes, tout ça, mais derrière la musique, t'as commencé par là. C'est-à-dire que t'as commencé par composer. C'est justement cette envie d'écrire est venue après. Ouais, totalement.
Alors que maintenant, tes textes, ils sont quand même hyper importants quoi, dans ton œuvre. Honnêtement, je suis très contente, merci du compliment. C'est vrai que moi, j'ai pas eu le schéma classique de la rappeuse qui cherche des prods et qui a envie de gratter, parce que j'étais pas enclin à écrire de la musique. Je me suis juste dit, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de voir comment on fait la musique. Et c'est justement après m'être retrouvée avec mes prods que je me suis rendu compte que il restait plus qu'à poser dessus. C'était un peu pour moi une logique. Mais j'ai jamais eu ce désir d'écrire des textes pour tu vois, et chercher la musique après. Et d'ailleurs, ça me fait penser justement sur quoi tu composes en fait, sur quel type de logiciel. T'es quelqu'un qui est plutôt du digital, du numérique que de l'analogique. Ouais, totalement. Donc toi, t'es une génération ordinateur dans la création. En plus, à l'époque, pendant le Covid, j'avais toujours pas d'ordinateur. J'avais jamais eu d'ordinateur avant ça. Mais je me suis acheté un iPad. Non, j'avais un iPad, pardon. Je me suis acheté un clavier. Mais du coup, j'avais GarageBand. Ça, c'était le logiciel que j'utilisais, qui était déjà sur l'iPad en gros. Et après, avec le temps, quand j'ai commencé j'avais un peu fait le tour de GarageBand, c'est assez limité avec un iPad à composer. Au bout de 6 mois, 1 an, comme ça, je me suis acheté mon premier ordi et je suis passé à Logic Pro, qui est la version avancée de GarageBand. Ah non, c'est super cool. Alors, il y a une phrase que j'ai bien aimée. Tu dis, pour aimer ma musique, il faut aimer pleurer en dansant. Est-ce que c'est à cause du Covid, justement? Je crois que j'ai toujours été un peu mélancolique avant le Covid. C'est clair que c'était pas une période que j'ai trouvée super stimulante mentalement, émotionnellement. C'était un peu dur de se retrouver seul comme ça avec ses pensées, rien à faire et pas de but particulièrement. Mais je pense que j'étais déjà assez émotive avant, on va dire, ou sensible avant. Et je pense même qu'avant de... La phrase « je pleure en dansant » m'était venue avant de faire de la musique. C'était un truc que je trouvais marrant à dire. Que je pleure souvent en dansant. Non, puis finalement, ça a donné le nom d'un de tes EP. Mon premier EP, effectivement. Donc ça fonctionne très bien. J'ai aussi vu que tu étais assez active sur TikTok. Ah, j'essaye. Quel est le rapport que tu as avec TikTok? Parce que c'est vrai qu'il y a certains artistes, ils ont du mal à s'y mettre à ce genre de trucs. Et toi, pourtant, tu suis les modes. Enfin, on te voit vraiment en accéléré sur certaines vidéos avec tes sons qui passent, avec un petit titre. Enfin, t'as vraiment chopé les codes. Un peu, tu ressens l'effort qui est fait. Effectivement, j'essaye vraiment de faire un effort, d'être active et d'être présente, tout simplement. Du coup, c'est un effort. C'est pas naturel. Tu t'es pas dit, je kiffe faire ça. Ah ouais, moi, le TikTok, c'est pas quelque chose qui m'excite. Pour être totalement honnête, c'est quelque chose déjà qu'on m'a un peu poussé à faire. Donc, on m'a toujours dit que c'était une très bonne vitrine parce qu'il y a tellement de gens sur TikTok, c'est dommage de pas mettre ta musique, mais comme tout, j'ai pas envie que ce soit une corvée, donc j'ai commencé à y trouver mon plaisir, donc je le fais en m'amusant, je fais mes propres montages et puis voilà quoi. Mais je le vois un peu comme une vitrine ou comme un jeu. Ouais, il faut le voir comme ça. Mais effectivement, c'est pas mon activité préférée non plus. Ton activité préférée, toi, c'est plus quand tu es sur scène, quand tu composes. C'est où que tu trouves justement que ton kiff dans le fait de faire la musique, c'est la faire vivre sur scène, l'idée de créer ton morceau du début à la fin, de chercher le texte? Ouais, je dirais toujours en studio. Après, je pense que je suis biaisée parce que j'ai jamais fait de scène solo, donc souvent c'est des scènes où j'ai un petit peu de public, mais aussi des gens qu'il faut aller chercher, tu vois, et plutôt défendre. Je suis un peu dans cette posture où je dois défendre mes titres, tu vois, plutôt que juste les vivre avec mon public. Donc je suis un peu biaisée par rapport à ça. Le studio, j'aime bien parce que je suis toute seule, où je suis avec des compos et on s'amuse et c'est un moment de partage vraiment. Sur scène, déjà, c'est pas hyper facile de se retrouver devant des gens comme ça et de devoir chanter, danser et se mettre à nu presque. Donc je le vois un peu comme un exercice plutôt qu'une facilité. Moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ta musique, c'est ces versions acoustiques. Alors même que tu es très justement digital, et puis même dans tes prods, ça se sent. Tu as vraiment la modernité du rap actuel, de toutes ces sonorités qu'on vient chercher, parfois très espacées, des sons très secs, avec beaucoup de reverb parfois sur la voix, des fois de la saturation sur les basses. Enfin, tu as vraiment chopé cette identité-là, et pourtant... T'as les versions acoustiques qui sont hyper bien et que tu mets vachement en avant, et même je trouve, enfin moi j'ai regardé sur les plateformes de streaming, elles sont vachement streamées quoi. Ah oui, ça a marché, c'était une grande surprise, mais en réalité je suis vraiment ravie parce que bien que, je l'ai dit, les paroles pour moi c'est secondaire par rapport à, d'abord on fait la prod, ensuite on fait les paroles, je tiens quand même à être comprise, je tiens quand même à ce qu'on comprenne mes paroles, donc pour moi les versions acoustiques elles servaient un peu ce principe d'entendre la musique d'une autre façon et de se focaliser uniquement sur les textes. Et je pense que justement c'est un peu les textes qui ont touché les gens et le fait que je pense on peut poser et vraiment être à nu, parce que effectivement quand je pose sur des prods je peux me permettre plein d'effets et je peux faire une phrase en 3 prises par exemple. Sur la version acoustique vraiment j'ai gardé une lead qui fait tout le son, tu vois, on ressent un peu juste c'était aussi un exercice d'authenticité, tu vois. Ouais. Et moi ça me fait penser à cette fameuse pièce que tu m'as donnée et qu'on retrouve aussi sur ton site avec 2 faces, bâtarde, sensible. Peut-être que la version bâtarde c'est la version brute live et la version sensible la version acoustique. Ouais, totalement. T'as cette dualité dans ta musique,
totalement. C'est je volontaire pleure en dansant. Oui, voilà. Le deuxième EP qui s'appelle Un très bel enterrement. Bâtarde sensible, effectivement, pareil. En fait, j'ai toujours été une personne beaucoup dans les extrêmes des deux. Donc je pense que c'est pour ça que ça vient assez naturellement pour moi, ces titres qui sont très... Ouais. En plus, il y a ce truc dans ta musique où il y a tes voix, il n'y a pas qu'une voix. Oui. Il y a une polyphonie vraiment, pas en même temps, mais s'enchaînent plusieurs personnalités, carrément, on pourrait dire. C'est comment on écrit justement avec cette idée-là. Est-ce que tu le fais de manière volontaire? Est-ce que c'est au moment de l'interprétation où tu te dis, attends, là, peut-être que je vais changer de voix pour dire ce texte? Ou est-ce que tu écris en même temps que tu le dis? Alors, d'abord, j'écris d'une voix simple. J'écris, mais j'écris d'une voix simple. C'est au niveau de l'interprétation, effectivement, que là, différentes facettes de ma personnalité viennent se dévoiler à travers les textes. C'est un peu comme si chacune sait déjà laquelle la représente. Ouais. Donc ça vient assez naturellement. Je me dis pas, ah là, attends, je vais faire une autre voix. C'est naturellement, quand je l'interprète, ça sort comme ça. Mais je le vois un peu comme justement chaque voix, c'est un peu une facette de ma personnalité, tu vois. Ouais, puis c'est assez joli parce qu'on a un enchaînement aussi de différents discours qui pourtant se rejoignent, des fois se différencient. Il y en a qui sont parfois plus brutaux, d'autres un peu plus poétiques. C'est quand même très imagé comme texte. Moi, il y avait cette chose que j'avais lue avec laquelle j'étais pas forcément d'accord. Certains parlent du fait que ta musique est déstructurée. Et moi, je trouve que c'est pas de la déstructuration, mais plutôt qu'on a une morceaux qui viennent en progression, qui viennent accompagner. On a quand même des refrains, on a quand même une écriture qui est structurée avec un début, une fin, un propos, une idée qu'on accompagne et qui se construit au long du morceau. Donc je sens pas que c'est déstructuré, je sens que c'est plutôt une progression. Est-ce que je suis bon? Est-ce que toi tu le vois comme ça? Je vais dans ton sens de cette analyse. C'est vrai que je me permets de pas forcément suivre les codes tels qu'elles sont de telle musique parce que j'aime aussi mélanger les genres. Donc en fonction du genre, les codes ils changent. Mais je dirais pas pour autant que mes sons sont déstructurés pour autant. Ouais, parce qu'en plus le rap il a quand même des cases assez fermes maintenant, surtout qu'il est très populaire. Toi aujourd'hui tu reviens à quelque chose de plus, tu disais tout à l'heure authentique, j'imagine que totalement. C'est le terme. Je veux que chaque instrument, en tout cas tout ce que je fais c'est dans un effort de servir la musique et pas tant de me conformer ou de penser à ce que quelqu'un qui reçoit cette musique, comment il va le prendre, comment il va, tu vois. Moi je joue au jeu des comparaisons même si j'aime pas trop ça, mais j'avoue que je te mettrais à côté de Ziné et Asinine. Cool. C'est des artistes que t'écoutes aussi? Oui, absolument, c'est des artistes que j'apprécie beaucoup. Et c'est pareil, tu sens des connivences avec la manière? Totalement. C'est des écritures féminines évidemment, mais je trouve que ça fait du bien. Mais pas que, oui, totalement. Moi je me reconnais dans leur écriture, je me reconnais dans leur façon de poser leur voix, leur fragilité, mais aussi leur force. Leurs images aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans les images que vous pouvez utiliser. Ouais, j'apprécie particulièrement leur écriture aux deux. Ouais, c'est très fort. Et alors, il y a un truc chez toi que je remarque, c'est les diérèses que tu fais. Alors, pour ceux qui savent pas, les diérèses, c'est quand on dit par exemple million, on dit pas million, on dit millions. Et on vient rajouter une syllabe avec le i. Tu le fais hyper souvent, mais ça donne un truc très millimétré, très sensible à ta musique. On a vraiment l'impression que c'est minutieux quand t'écris. Tu viens chercher dans les textes comme ça de la minutie, être précis dans en général, oui, c'est ça. J'appelle ça un peu trouver un schéma de rime, mais je pense qu'en fait, tu viens de m'apprendre un mot là, sache-le. Mais je pense que c'est un peu ça. J'essaye de faire en sorte que les phrases puissent s'entrechoquer de la bonne façon, telle que je l'entends moi. Mais effectivement, ça doit être ça. Tu joues beaucoup avec des réverbes, donc des fois on a des phrases très franches et des fois de la réverb que tu viens couper. Enfin, on se dit, tu remplis, tu joues avec un espace. Est-ce qu'on est en droit de se dire qu'à 18h30, ce sera le même jeu avec l'espace sur scène? Ah oui, totalement. Ah, bah c'est cool, ça fait plaisir. C'est vachement bien, donc du coup ça devrait bouger. Ah oui, beaucoup. Moi je suis très calme, mais je suis aussi très surexcitée. Donc il y aura un peu des deux, tu verras. Il y a un petit album qui devrait arriver ou un EP sur quel pied tu danses? Format court, format long? Alors c'est vrai que pour l'instant là j'ai fait pas mal d'EP, j'ai fait 3 EP dont un qui était full acoustique. Maintenant pour la suite je pense pas à un album tout de suite, mais néanmoins j'arrive avec un projet plus long qui serait beaucoup plus long qu'un EP et que j'appellerais plutôt une mixtape. Ok. On a des surprises sur scène, des morceaux que t'as pas publiés? Ah, pas encore, parce que ça arrive tellement vite. Donc tu gardes tout ça bien au chaud. Oui. Tu vas nous le sortir. Ok, bah ça fait plaisir. Hâte de voir ça. Du coup, ce sera à 18h30 du côté du théâtre, là où on est. Ça va être super. En tout cas, il y aura, j'imagine, pas mal de monde. La scène est cool. Et le festival Hop-Hop est ravi, je pense, d'avoir une artiste comme toi avec cette écriture, cette manière d'amener le rap et d'amener la poésie aussi aux gens. Et puis je te propose qu'on découvre ça avec un morceau qui s'appelle 24 carats. C'est un morceau qui date d'il y a longtemps? Non, ce morceau, je l'ai sorti maintenant il y a 3-4 mois ou un peu avant l'été. Et il est mortel. Merci beaucoup. À plus. Merci. Au revoir. À l'intérieur, 24 carats, y'a pas de l'eau à l'intérieur. Et je suis pas solo, ils sont pas mal la patte derrière. Dans mon taudis, c'est leur tanière. On s'y sent pas mal non plus à l'intérieur. Je te jure, elle était pas si mal sauf à l'intérieur. Je pouvais pas laisser passer comme la dernière. Vu
dans l'air. J'ai vu tous les signes depuis que je parle au Seigneur. 4h44, je reçois le screen, je renvoie même pas l'heure. J'ai vu tous les signes pour y aller, je parle au Seigneur. J'aurais pas pu laisser passer comme ça d'ailleurs. Paris ça pue la merde, c'est rempli de parasites. Je vais niquer ma paire à force traîner par ici. Elle dit qu'elle veut de moi mais c'est mon opposé. Elle dit qu'elle veut de moi mais c'est mon opposé. J'ai rien compris, Paris ça pue la merde, il se croit au paradis. J'ai perdu de l'aura depuis que j'ai fourré une ratine. Elle dit qu'elle veut de moi mais c'est mon opposé. Elle dit qu'elle veut de moi mais c'est mon opposé. J'ai rien compris. Ratine. J'ai fourré une. C'était pas focus, va donc derrière. Quête la dégaine, mais ça pull up en mode carrière. Non, ça aglo à l'intérieur. 24 carats, y'a pas que de l'eau à l'intérieur. Et je suis pas solo, ils sont pas mal là-bas. Dans mon taudis, c'est leur tanière. On s'y sent pas mal non plus à l'intérieur. Je te jure, elle était pas si mal sauf à l'intérieur. Je pouvais pas laisser passer comme la dernière. Vu mon respect, j'y mets un point d'honneur. Et pour les haineux, j'ai un doigt d'honneur. C'est pas moi qui le dis, c'est mes aïeux qui sont dans l'air. J'ai vu tous les signes depuis que je parle au Seigneur. 4h44, je reçois le screen, je renvoie même pas l'heure. J'ai vu tous les signes pour y aller, je parle au Seigneur. Au nom du Père, du Fils, je parle au Seigneur. Paris ça pue la merde, c'est rempli de parasites. Et on se retrouve du côté des Beaux-Arts de nouveau puisque nous allons poursuivre cette émission en recevant un invité étranger puisque nous allons avoir Ben à la traduction que je remercie d'avance. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'essaierai de faire les choses simplement pour que tout se passe au mieux. Donc on reçoit maintenant Tyler Ballgame. Bonjour. Bonjour. Que nous recevons qui ouvrira ce soir à 19h la scène du Microcampo et qu'on est ravis de recevoir aujourd'hui, qui a signé au mois de mai dernier sur Rough Trade, qui est quand même un sacré label, mais on en parlera plus tard. Je me suis un peu renseignée pour préparer cette interview et j'ai notamment lu l'article du Guardian à ton propos, et dans lequel il est notamment indiqué que tu as fait des études de musique au Berklee College. Et je voulais savoir tout simplement quel cours tu as suivi et surtout si la musique, pour toi, c'est un héritage familial ou pas du tout. So hi Tyler and welcome on the Ferrarock Radios. You're playing tonight at 7 p.m. and we'll be thrilled to see you on stage. As Sarah was saying, we read on the Guardian that you have studied music at the Berklee College, and we were wondering if music was a family legacy to you or if it's something that you really got into by yourself. Yeah, definitely. My mom is an opera singer, classically trained, and a music teacher. So I grew up singing with her all the time, and so I was always very engaged musically and encouraged. En effet, sa mère était une chanteuse d'opéra, prof de musique. Il a chanté énormément avec elle et ça a vraiment construit son parcours musical. Alors du coup, chanteuse d'opéra, musique un peu folk, comment t'es arrivée à ça dans ton parcours, cette découverte de la musique folk? So then from opera music, how did you come to folk music? Yeah, I think it probably went classical music to like musical theater to rock and roll, like 60s, 70s, then to I think I saw Fleet Foxes on Saturday Night Live and was like, what is that? And then I became obsessed with indie music and started writing songs. Bah, tout simplement, c'est un chemin qui naît de la découverte du rock, de la musique classique, et puis particulièrement de tous ces groupes des années 60, 70, voire dans Saturday Night Live Fleet Foxes, et d'aller discrètement, directement vers la musique indé de manière générale. Et est-ce que quand tu as commencé à écrire, c'est quelque chose que tu as appris dans tes études ou c'est quelque chose que tu as fait de manière un peu spontanée et autodidacte? Did you learn to write music by yourself, or is it something that you actually studied? When I first started, I just kind of did it instinctively and just followed like intuitively what felt interesting. And I think you first ape your favorite artists, and then you kind of find a way to put it through the prism of your experience and kind of steal a little bit from all of your favorites. So by the time I studied songwriting at school, I kind of had already developed a style. C'est quelque chose qui s'est construit de manière assez intuitive, de manière instinctive. D'abord, on encaisse un peu tout ce que nous apprennent les grands de la musique. On copie un peu, puis on trouve dans ce travail de composition sa propre voix. On récupère les choses qui nous inspirent pour petit à petit devenir soi-même musicalement.
Donc aujourd'hui, tu as une carrière qui décolle, on peut le dire comme ça. Mais est-ce que ça a été la galère avant et est-ce que c'est compliqué de vivre de sa musique aux États-Unis? You're now building up a career. You've been building up a career for the last year, actually. But we're actually wondering what is it like to have a musical career from the United States. What has it been a struggle for you, and how does it look like actually? It's been kind of crazy. It's been like a dream. Like everything's just going well and keeps going well, and it's been very much like a pinch me type of moment every day. So I'm waiting for the other shoe to drop. Bah effectivement, c'est un moment un peu fou pour lui là, ce lancement de carrière. Tout se passe bien, les étapes se franchissent et à chaque instant, on se demande s'il ne faut pas se pincer pour voir si ce qui se passe est vrai en vrai. Tu as été repéré donc, notamment par le producteur Jonathan Rado. Apparemment, tu as eu beaucoup d'opportunités après ça et tu as choisi Rough Trade, qui est un label indépendant. Est-ce que pour toi, ça avait de l'importance que ce soit un label indépendant et pas une major? How is the meeting up with Jonathan Rado important in your career, and how did you end up on the Rough Trade record? How important was it for you to work with an independent record label rather than a major? Yeah, I mean, meeting Rado changed my life in so many ways, and we just share such a musical bond, and so making music with him is very joyous, and I just love the people at Rough Trade. They like all the same music that I like, and they've put out so much music that I really have loved. So when it came time to choose, and a lot of the majors came calling and courting, I could tell they didn't, they were telling me about Bruno Mars, and I was talking about Nick Drake with Jeff and Jeanette at Rough Trade, Bah, c'est vrai que la rencontre avec Jonathan Rado a vraiment changé sa vie. Ils ont créé une relation amicale et musicale où ils se sont mis à parler de beaucoup de choses autour de la musique, et ça a été un peu la même chose avec Rough Trade où en fait vraiment il y a une aventure humaine avec l'équipe où ils parlent la même langue, ils aiment les mêmes artistes, et il faut dire que tous les artistes que j'ai pu écouter auparavant étaient sortis justement sur Rough Trade, et que quand on voit les coups de fil que passent aujourd'hui les majors, finalement on se rend compte qu'on parle pas vraiment la même langue. On lui a parlé de Bruno Mars et lui il avait envie de parler de Nick Drake, donc les choix étaient vite faits. Oui, ça se comprend. Ça se comprend. Tu n'avais pas envie de faire la même chose que Bruno Mars? So you're not interested in doing the same music that Bruno Mars? No, I think he's very talented, but not for me. Il a du talent, mais c'est pas son truc. J'ai vu aussi que tu avais fait un bout de tournée avec Shaky Graves notamment, et aussi un morceau avec Wolfman. Comment tu as rencontré ces personnes? Est-ce que c'est juste parce que on se croise dans un bar et puis on serre la main, on se dit tiens, faisons de la musique ensemble, ou il y a des personnes qui vous ont mis en contact? You collaborated with Shaky Graves and Wolfman. How did this meeting happen? Is it something that just occurred, or? Yeah, it's just been building the team in LA and building the community there. I met Jack from Wolfpack in LA, and just had a session writing songs, and my agents introduced me to Ali at Shaky Graves, and we've been really lucky where the music is kind of converting people and getting us tours and getting us increasing our network. Bah effectivement, c'est un peu la vie à LA, hein, un peu ici comme à Orléans, c'est rencontrer des gens, commencer à faire des sessions d'écriture avec Wolfman, et son agent l'a encouragé aussi à aller vers cette communauté-là qui a de plus amélioré le lancement de sa carrière et l'entourage autour de son projet musical. Oui, parce que toi, tu viens de Rhode Island et tu as déménagé à LA, mais pas forcément pour la musique à la base, c'était pour un job dans un bureau, si je dis pas de bêtises. Comment t'en as rencontré des gens du milieu musical finalement? You went to LA for a office job, but then you eventually met all these people. How did this transition happen? Was it just the music, or?
Well, I went to LA to do music and just needed to keep the lights on, you know. So I had to find a job and kind of pretend like I knew what I was doing, and then it somehow worked. If you can write an email, you can have a job. So started. As soon as I got there, I started playing music and meeting people, and it all spiraled out from there. Disons que la stratégie était plutôt la stratégie inverse, c'est-à-dire qu'il est arrivé à LA avec l'idée de faire de la musique et rencontrer des gens, et pour continuer un peu à pouvoir mettre des choses dans son frigo, il a eu différents boulots. Si tu sais écrire un mail, tu peux trouver ce genre de boulot, et ça permet à côté de justement rencontrer des gens très intéressants. Alors moi j'ai vu aussi qu'au début tu as commencé à faire de la musique avec beaucoup d'open mic, avec juste toi et ta guitare. Aujourd'hui, tu es accompagné d'un groupe. Depuis quand? Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière d'envisager ta musique? You started solo on open mics evenings and everything, and now you're touring as a band. What does it change for you? Well, I love to write the songs on my own, and then I think there's been something really freeing about putting the guitar down and just singing and just connecting with the people at the show. So it frees me up. So I'm just singular-minded to sing and look people in the eyes and connect and live each word as if it's extemporaneous. And that's made all the difference. C'est très beau ce qu'il vient de dire. C'est juste que simplement le fait de jouer tout seul, c'est quelque chose de très fort, mais d'être maintenant accompagné par un groupe, ça permet aussi de se concentrer énormément sur l'intention qu'on donne au public, le fait de chanter, d'être en connexion avec les gens qui nous écoutent. Et quand on est accompagné par des personnes qui font un boulot fantastique comme les gens de son groupe, c'est un confort qui est inestimable. Et justement, là, tu vas être amené à faire des scènes un peu plus grandes, un peu plus grosses, avec plus de public. Ça change un peu peut-être le rapport de proximité que tu peux avoir avec ton public. Pour toi, ça te fait envisager différemment la scène? How do you feel the fact that you're now moving to bigger stages? How do you live the intimacy relationship with the audience? Yeah, it's been a challenge. I think some nights you get it and sometimes you don't, but it's part of the act, you know, like I have to learn how to sell that I am, you know, in my mind getting there and disappearing into the material or connecting with people. So it's a bit of a kind of a trick of the trade that I'm learning. C'est le défi qu'il faut relever tous les soirs maintenant, d'être sur ces scènes. Il y a une forme de magie qui peut opérer, où il ne faut faire qu'un avec la matière musicale et espérer que malgré l'immensité de la scène ou les rapports d'échange qui sont plus les mêmes que sur les petites scènes, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion, et c'est quelque chose qui s'apprend tous les jours, et on est en plein dans ce processus-là. Mais c'est beau, hein. Oui, c'est beau. C'est beau ce rapport à la scène, parce que c'est vrai que je me demande toujours quand les carrières démarrent très vite, très fort comme ça, si c'est pas forcément, enfin ça doit être un peu vertigineux, et surtout est-ce que ça change aussi la manière d'appréhender son écriture? Est-ce que le fait d'être accompagné par un groupe, d'être face à des plus grosses scènes, ça fait envisager différemment la musique qu'on compose et les chansons qu'on écrit? When this happened this quickly as it is happening for you now, is there like a vertigo feeling, or is it more like an engine type dynamic in which you can now imagine some other stuff in your music and create something even more or something bigger with more instruments and more details into your music? Yeah, I think it'll be about finding the balance, you know. We're still trusting the intuition that got me here, but also maybe finding times to take off the blinders where I can dream bigger, like, oh, do I want to work with this person? Oh, now I can give them a call. Or do I want to write with a string section, you know? But I think what's making this music work is just people who love each other in a room making music live. And so I don't want to get too far away from that. Justement, effectivement, c'est quelque chose qui ouvre tout un potentiel d'imagination. On peut se mettre à rêver de tiens, je vais peut-être collaborer avec cette personne ou cette personne. Donc c'est vraiment un moteur. Après, pour autant, il ne faut pas se perdre dans cette immensité et se rappeler que la musique, en fait, c'est des gens qui se réunissent dans une pièce et qui décident de composer quelque chose ensemble. Justement, s'ils pouvaient appeler quelqu'un là, ce serait qui? Who would you call if you could call anyone right now? I want to work with Joanna Newsom. Joanna Newsom, the harpist.
Ok, wow. I'm putting it out there. Si elle nous écoute. Donc l'arpiste Joanna Newsom. Yeah. Newsom, that I didn't know. Que je ne sais pas. Donc une harpiste. Ah oui, effectivement. Et c'est vrai que au début, quand on voit tes premières vidéos, c'est quand même très très folk. Ouais, vraiment très folk, parce que presque anti-folk parfois. J'ai l'impression que le dernier morceau, notamment aujourd'hui, est un peu plus pop. Il y a quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus joyeux, un peu moins mélancolique. Est-ce que c'est toi qui as changé ou c'est les personnes avec qui tu travailles qui t'ont amené vers ça? You started up with something very like folk music, almost anti-folk music, and now you're reaching up to something like, let's say, more pop music. How did that happen? Is it a personal path that you took, or are you getting inspired by the people you're working with? I think I just love all types of music, and it's just a circumstance as to what came out first. I think I don't know if I feel bounded by a genre. I think I love just whatever strikes me that day. Just going into a session with nothing and see what we make. And it could be bubblegum pop, or it could be, droney folk Mongolian Tuvan throat singing, who knows. De toute manière, il aime la musique et tous les genres de musique, et c'est plutôt ce qui sort sur le moment qui crée l'instant, et la musique qui en est. Là, ce qu'on a actuellement en termes de matière, c'est ce qui se passe. Ça aurait pu être vraiment quelque chose de très pop chewing-gum ou pop acidulé, mais en tout cas, là, on est sur ce registre-là, et c'est ce qui se dessine aujourd'hui. J'avais une question aussi sur ton rapport à l'écriture, sur quelles histoires tu avais envie de raconter, quelles histoires c'était important pour toi de raconter, si c'était uniquement des choses personnelles ou si tu cherchais à pouvoir faire parvenir un message un peu plus universel dans ce que tu écris. In terms of writing, is your narrative very personal, or are you trying to reach something more international in terms universal. of the universal? Thank you. To the people you're talking to, or I think it's both. I think it's interesting where by being more personal and being more intimate and revealing, you can find the universal. And it's a unique dance to do, and I'm still learning to do it, and I just want to go out, now that I sing the songs every night, I want to write songs that I believe every time I sing them. C'est quelque chose d'assez personnel en fait d'avoir ce processus d'écriture où en fait il y a un peu cette danse un peu unique qui se met en place, où on essaye de transformer son message personnel vers quelque chose d'un peu plus universel, et aujourd'hui c'est ce qu'il essaye de reproduire dans le fait d'être plus attaché et plus concentré sur la voix, d'arriver justement à toucher cette touche un peu universelle où la musique va parler à tout le monde malgré un message qui est subjectif en effet. Et donc là, tu es en tournée jusqu'à la mi-octobre. Tu vas rentrer chez toi bientôt, dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a un album en préparation? You'll be ending your tour by mid-October, and then you'll be heading home to get some rest. But are you working on an album right now? Is that something cooking up? Yeah, I have a lot of songs, and we're working with the label to see how to package them, so I worked with Rado a bunch, and we have a great collection of songs, and we'll be putting out a few more singles first. Il y a plein de matières, il y a plein de musique, il y a plein de titres sur la table. Il faut voir comment ça va se dessiner. Il travaille actuellement avec Rado Bunch, et l'idée c'est de voir ce qu'on va en faire justement pour un album. Et j'ai une dernière question, c'est quoi ta recommandation musicale en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes? Last but not least, what are you listening right now? What would you recommend to us and to the people who are listening to us right now? Well, tough question. Right now, I've been revisiting the album Carrie and Lowell by Sufjan Stevens. I just think when you look at what music was coming out at that time, he has such depth and beauty and this majesty to what he's writing and singing and saying, and it moves me very deeply, and I love coming back to it. Wow, il y a cet album de Sufjan Stevens, Carry Down Low, right? Que tu recommandes fortement, qui a vraiment une espèce d'immensité à l'intérieur et d'intimité qui est prenante à chaque fois.
Mais moi aussi, je recommande cet album. Il faut que tout le monde écoute cet album. C'est un des meilleurs albums qui existent. Merci beaucoup, Tyler. Thank you very much. Merci, On te retrouve tout à l'heure à 19h, donc sur la scène du Microcampo. Et pour vous donner l'eau à la bouche, eh bien, nous allons nous écouter un petit morceau. On va écouter le titre Radio. Thank you. Et nous sommes toujours en direct du Hop 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 10e édition ce vendredi 12 septembre. On se retrouvera également demain pour la suite de nos émissions, des émissions incroyables puisqu'on aura droit à un plateau entre midi et 14h et entre 17h et 19h. On ne va pas chômer. Mais pour l'instant, c'est Benjamin qui va continuer à bosser car aujourd'hui, il ne s'arrête pas. Et il reçoit Richard et Jeanne et on va parler de la fédération de concerts. Et oui, merci beaucoup Sarah pour cette introduction. Effectivement, je ne m'arrête pas. Cette fois-ci, je vais quand même parler en une seule langue. Ça va être déjà vachement plus facile. J'ai donc le plaisir d'accueillir Jeanne Russet, coprogrammatrice du festival Les Vieilles Charrues. Bonjour Jeanne, bienvenue à notre table. Et je suis aussi en compagnie de Richard Gauvin, programmateur du festival Rocomotives et tête pensante de l'association Figure Libre, qui est aussi à l'initiative du festival. Bonjour. Et je vous en prie, prenez vos micros, installez-vous comme il faut. Bienvenue dans notre studio éphémère au Café des Beaux-Arts à Orléans. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez eu un petit truc à boire? Est-ce que vous voulez boire un truc? On est parfait, merci beaucoup. Bon, c'est génial. Un petit mot pour commencer sur le festival Hop 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 quand même qui nous accueille aujourd'hui. Qu'êtes-vous venu faire ici et comment vous vous sentez dans ce festival? C'est vrai que c'est un événement auquel on participe depuis quelques années maintenant. C'est un plaisir de découvrir l'émergence artistique sur le festival et en plus cette année la particularité c'est qu'on a réuni aussi la fédération
de festivals, de concerts, pour 2 jours, voilà, pour échanger et travailler dans le cadre de ce festival de Hop 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 qui fait partie de cette fédération aussi. Richard, Hop Hop Hop, pour toi, ça représente quoi ? Bon, je suis un fidèle, moi. Je suis à 1 heure d'ici. Vendôme n'est pas très loin. Et c'est vrai que après, on est très proches. On travaille ensemble quand même assez régulièrement avec la membre de l'Astro, comme d'autres acteurs d'Orléans ou de la région. Et puis, c'est vrai qu'il y a une sorte de cousinade, que ça soit sur la manière de fonctionner, la philosophie du festival. Moi, je préfère plein de petits événements comme ça que Chambord. Par exemple. On va en parler justement, parce qu'à vous deux déjà, vous représentez 2 festivals historiques de la scène française, 30 ans d'âge, une réputation qui est plus à faire et une expérience qui force le respect. Mais vous le disiez, vous représentez aussi ensemble 2 concerts, une fédération internationale des festivals. Je vous propose du coup pendant cet échange qu'on prenne un peu de recul sur l'écosystème des festivals, un écosystème à défendre, c'est en tout cas ce que proposait Rachida Dati qui parlait d'une exception culturelle française qu'il faut protéger. C'était en juillet dernier chez vous, Jeanne, aux Vieilles Charrues, en juillet dernier, en tant que ministre de la Culture, où elle a leur proposé un groupe de travail qui analyserait les défis à relever pour ces acteurs du secteur. Tout d'abord, en introduction, Richard, pourquoi une fédération et avec quel cahier des charges dans ce contexte-là, justement à l'échelle nationale ? La fédération, déjà, si on veut revenir sur l'histoire, elle a été créée au lendemain de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au 2e tour en 2002. C'est les Charrues et les Eurocaines de Belfort qui se sont unis et qui ont voulu monter quelque chose. Et il y a 29 adhérents aujourd'hui. On va développer la chose parce que de plus en plus de festivals ont besoin de se retrouver pour faire face à ce monde de l'industrie là qui vient concurrencer en fait nos philosophies communes. Donc c'est assez... Et c'est assez marrant qu'on se retrouve avec Jeanne ici parce qu'elle représente le plus gros festival français. Oui. Et nous, le plus petit de la fédération, je pense, ou l'un des plus petits. Mais en termes de manière de voir les choses, de philosophie, de structure juridique, de tout ça, on a beaucoup de similitudes entre les Charrues et les Rocos, quoi. Enfin, donc voilà, c'est pas les gros contre les petits. Oui. Encore une fois, c'est vraiment une manière de voir les choses. Enfin, comme je sais pas, enfin... je reprends un petit peu des mots un peu faciles, mais si on compare à d'autres secteurs économiques, on n'est pas loin je sais pas, enfin on peut comparer à l'agriculture en fait, quoi. Et nous on serait un peu la Confédération paysanne et la FNSEA est en face, sauf que tout peut coexister et aujourd'hui non, c'est fini, tout simplement parce que les pouvoirs publics ne s'en mêlent pas assez, ne régulent pas assez. Donc ne vont pas ponctionner là où il y a de l'argent pour servir la vraie culture, enfin le boulot de terrain et tout, quoi. Et voilà. Et la fédération, en fait, il y a une règle. On fait une sorte de parrainage. On parraine des festivals qui entrent dans la fédération. Mais par contre, l'indépendance, l'ancrage sur le territoire, l'artistique, enfin tout ça, c'est vraiment des valeurs communes qu'on a tous et qu'on a envie de défendre. Vraiment. Oui, c'est vraiment les valeurs de cette fédération qui nous unit, malgré nos diversités de festivals, de typologie de festivals. Il y a vraiment, on parle d'indépendance, de partage, d'émergence artistique et c'est important de se retrouver. On essaye de se réunir 2 à 3 fois par an. Minimum pour travailler et échanger et en toute bienveillance sur différentes problématiques et puis pour préparer l'avenir. Et alors, ce qui me surprend, c'est que déjà, on parle sur un écosystème français, il y a déjà effectivement un maillage fait d'une disparité d'acteurs en fonction des échelles, de qui on est, d'où on est, le territoire sur lequel on travaille. Là, dans cette fédération, il y a aussi une vocation à échanger à l'international. Quels sont les défis qui pèsent sur les festivals à l'international et je dirais plutôt quelles sont aussi les choses que vous avez pu voir sur d'autres festivals qui vous ont interpellé, vous par exemple au Vieilles Charrues?
Alors après, c'est vrai que le côté international, voilà, c'est quand même assez francophone dans nos échanges. Et d'ailleurs, par exemple, Yoko, la représentante du Summerfest au Japon, voilà, vit à Paris. Donc voilà, on a des échanges et c'est riche en fait aussi de voir les modèles qui sont vraiment différents. En Belgique, en Suisse, au Québec, on en parlait tout à l'heure avec Sandy Boutin du FME, donc Festival de musique émergente en Abitibi. Donc ouais, on n'est pas un syndicat, c'est vraiment une fédération qui réfléchit et échangeons sur nos différents modèles et c'est un peu la force de cette fédération, quoi. En plus de 30 ans de festival, j'imagine qu'on constate aussi à quel point un festival, c'est un espace de mutation. Depuis notamment la création de la Fédé, tu le rappelais, j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont bougé aussi dans les combats que doivent mener aujourd'hui les festivals au niveau financier, environnemental aujourd'hui ou encore sociétal. Peut-être déjà pour commencer sur l'aspect financier, Richard, qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur l'économie des festivals aujourd'hui et quels sont les leviers pour y faire face ? Waouh. Et on a là sur ce genre de sujet, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques au sein des Rocomotives. Nous, on a heureusement pour moi, en tous les cas, et ma petite philosophie de gauchias, on n'a pas on n'a pas besoin de travailler avec ce qu'on considère nous comme la problématique de l'industrie musicale. Nos têtes d'affiche sont des middle pour les charrues ou d'autres gros festivals, donc on arrive à quand même garder ce volet humain avec nos interlocuteurs. Donc voilà, moi j'avoue qu'on en parlait avec Jeanne, je pense pas que je serais adapté pour discuter avec des plus gros pour avoir des grosses têtes d'affiche et tout ça. Voilà. Et ça, c'est des problématiques où, justement, au sein de la Fédé, il y a vraiment un respect de l'identité de chaque festival. Et ça, c'est que ça soit au niveau de l'artistique et au niveau d'une manière de faire. Mais par contre, voilà, c'est le socle, c'est vraiment l'indépendance et l'ancrage sur le territoire. C'est vraiment hyper important. On n'a pas de structure parisienne qui viennent développer des choses en province, quoi. C'est pas... Et ça, c'est quelque chose qui est aussi évitable quand on est sur d'autres échelles par rapport aux locomotives. Quand on parle depuis les vieilles charrues, est-ce que du coup on arrive à avoir cette robustesse que peut avoir un plus petit festival ? C'est vrai qu'après on parlait de modèle économique. Le modèle économique des vieilles charrues, il est vraiment particulier parce que c'est un festival qui est 100% associatif, indépendant, et on n'a pas de subvention publique. Donc c'est vrai que c'est nos recettes, c'est la billetterie, c'est nos partenaires privés et mécènes et les bars et restaurations. Donc voilà, c'est malgré tout un gros événement, mais avec une économie hyper fragile. Donc voilà, il faut jongler avec tout ça. On a une politique de prix de billets d'entrée le plus bas possible. Voilà, la force du festival à la base et l'envie, c'était de faire venir des têtes d'affiche internationales françaises et aussi bien sûr de la découverte en Centre-Bretagne, voilà, sur un territoire rural, et puis créer vraiment un événement au cœur de la Bretagne et non pas dans les grandes villes. Donc voilà, c'est tout ça n'est pas simple, mais n'est-ce pas? Autre chose de pas simple, dont un sujet dont se saisissent pas mal de festivals indépendants et dont l'ADN questionne un peu vraiment notre rapport au monde, c'est la question de l'urgence climatique qui renverse la table sur nos habitudes, nos manières d'être au monde tout simplement. Est-ce que justement cette question de l'urgence climatique, elle a remis en question des manières d'être dans vos festivals, à l'échelle des vieilles charrues notamment Alors c'est vrai que voilà, organiser un événement de cette taille, on va pas se mentir, hein, c'est pas très développement durable. Malgré tout, voilà, on essaye de mettre des choses en place chaque année et en tout cas de réfléchir et de pousser chaque année encore plus le curseur pour essayer d'être le
le plus développement durable, le plus éco-citoyen possible. Voilà, c'est un travail qu'on mène. On a une personne qui est salariée vraiment dédiée sur ces questions-là aussi. Voilà, sur aussi le travail le social en local. Voilà, faire vivre nous, on vit aussi grâce à des centaines d'associations de bénévoles sur le festival qui nous aident à œuvrer pour organiser cette manifestation sans qui on ne pourrait pas organiser ce type d'événement. Donc c'est hyper important aussi le territoire et la vie et l'économie à Carhaix et dans sa région. Richard, tu voulais rajouter ? En ce qui concerne Air Locomotive, c'est vrai qu'on est, même s'il y a une grosse conscience au sein de notre association, des bénévoles et j'espère du public, sur les changements climatiques et tout ce qui va avec, on a la chance d'être en indoor, on est à l'intérieur, nous, et du coup, on ne subit pas forcément les conséquences, surtout avec ces problématiques de public, de billets pris en dernière minute, souvent sur les gros événements qui sont ultra tributaires de la météo, quoi. C'est un peu compliqué. Mais bien sûr qu'on veut conscientiser le public à fond, quoi. Enfin, de plus en plus. On ne peut plus rester neutre là, à l'heure et à la responsabilité. Complètement, je veux dire. Et on se sent comme encore une fois, c'est pas un secteur économique qui est à part, je veux dire, qui est en dehors de tout. L'industrie automobile représente moins en pourcentage du PIB en France que la culture. Donc on est là. Mais on a cette sensation que les pouvoirs publics ne régulent plus depuis quelques décennies aujourd'hui et ne font aucune distinction entre un événement organisé par une collectivité locale, un événement organisé par des puissances financières ou un événement ultra associatif, quoi. Donc c'est un peu complexe. Autre rouage qui naît de nos pratiques ou on va dire de l'industrie musicale, s'il faut la nommer comme ça, c'est la question de la concurrence qui peut y avoir aussi dans les enjeux de programmation. Votre fédération, elle propose pourtant d'aller un peu à contre-pied de cette logique et affirme un peu votre rôle collectif sur l'engagement, sur le défrichage artistique. Elle travaille notamment en coopération avec le label Supported By, qui sélectionne des artistes émergents. Quel est le principe et comment ça fonctionne, Jeanne ? Alors c'est vraiment une sélection, c'est des purs coups de cœur artistiques. Nous, tout le long de l'année, on travaille chacun dans nos événements avec des producteurs qui nous proposent leurs artistes. Mais là, c'était vraiment pas du tout l'idée, c'était simplement d'échanger entre nous sans lien de business, simplement échanger sur nos coups de cœur et les faire découvrir, et après le plaisir ensuite de pouvoir les proposer sur nos événements sans aucune obligation. Chacun respecte les choix des autres et c'est vraiment un échange purement musical, purement artistique. Et on retrouvera d'ailleurs notamment Aïta Mon Amour qui fait partie de la sélection qui sera à ce micro d'ici pas longtemps et bien sûr sur le festival Hop Hop Hop. Proposé par les Vieilles Charrues. Proposé par Rio Loco. Attention. Le festival Rio Loco, mais que nous avons accueilli cet été sur le festival. Je ne veux pas d'embrouille sur cette antenne. On va se quitter avec un autre artiste que tu connais bien, Richard. Il s'agit de Gablé, qu'on retrouvera tout à l'heure et qui sera aussi en interview tout à l'heure. Tu as une histoire particulière avec ce groupe, il est sorti aussi sur ton label. Petit label. Oui, avant de les laisser, est-ce que tu pourrais leur dire un petit mot ? Est-ce que tu aurais une question à leur poser ? À eux ? Ouais, parce que je vais devoir les interviewer demain et si tu avais une question à leur poser, ça m'arrangerait beaucoup. Est-ce qu'ils ont quelqu'un pour tenir le merch demain ? Bonne question. On tiendra certainement 15 minutes. Non, mais c'est un de mes groupes coup de cœur depuis 20 ans en fait, depuis 15 ans, je sais pas, c'est presque 20 ans maintenant. Et c'est des gens qui ont vraiment une philosophie commune à nos événements respectifs. Ouais. Ils ont fait un concert de malade aux Vieilles Charrues cette année, c'était malade, ils étaient trop contents et tout. Et voilà, et c'est un peu ce genre de groupe qui est un peu hors radar parce qu'un environnement loin de la capitale, c'est assez complexe de mettre en avant ces artistes, mais
mais qui ont un succès et des fans un peu partout en France, et c'est assez cool, quoi. Et ben on va écouter tout de suite un morceau de Gablé avec le morceau It Makes Sense. Merci beaucoup d'être venu parler sur les radios, tailler le bout de gras sur les radios de la Ferrarock. C'était un plaisir d'échanger avec vous, Richard et Jeanne. Merci. Merci. They learn to breathe smoke. They learn to find water. They hope it's not a stroke. Landscapes, pastures, sunsets, colors. It is a shame that everything we try to do is compromised because of things we're scared to try. But then it shows a simple sign can last, 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 last until a longer sight. The curtain pulls us in its way, but it is obvious although the shore is out of sight. There must be limits to this play. It's like we really need a superpowered magnet. An oversized cables would help us in the searching and saving of our souls. We'd love to give you the levers and heavy stuff to hold, but we are dreading the answers. The lake is getting smaller like a Alors voilà, c'est bon, c'est parce que je n'avais pas le bon micro d'allumé, évidemment. On va, en attendant de retrouver l'interview d'Aïta, mon amour, qui sera présentée par Sophie dans quelques instants. Je vous propose, en attendant, de découvrir sa musique, finalement, avec le morceau que je ne vais pas réussir à prononcer correctement. Donc je vais m'entraîner, et puis on se retrouve juste après pour une prononciation correcte. الحدويات كملت او اشتري فيات
عبد الرجال صحي مامي لالا عبد الرجال صحي مامي لالا اول هلايب ليك ما بلاني الوعدي نلاقيك كون علمتيني يا لالا كون علمتيني يا لالا ناود حكات وطاح التم في باب الحمام ليش عاهديني يا لالا ليش عاهديني يا لالا ناول الحداويات كملت شرفة وشريفيات عبد الرجال صحي مامي لالا عبد الرجال صحي مامي لالا تهمي يا سيدي أحمد سيدي درد مناع واش درتينا مليت كيس عليها الهوا تعالى 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 تشوف رقم الجاني صعيب معلوم والله ما نزيد قيمة لا 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 عمر ضرب ويروح سلم عيني عيني Et c'était... Attention, on a eu un petit problème de Larsen. On a dû reculer en fait l'enceinte qui nous permet de diffuser au Café des Beaux-Arts. Et étant donné qu'on est en train de se prendre une petite averse, voilà, on était habitués au beau temps et là on s'est fait complètement avoir. La pluie nous a eu. Ouais. Voilà, la pluie nous a eu. On désannonce le titre peut-être ? Oui, tout à fait. Je t'en prie Sophie, parce que toi tu vas bien le prononcer. J'essaie, je vais forcément les gratiner un peu, mais j'ai essayé de me renseigner et je dirais que c'est Hedayet de leur album Abda, qui donc de Aïta Mon Amour, qui est sorti en ce début d'année. Juste un petit mot sur eux. Donc oui, effectivement, ils vont arriver. J'espère pas trop mouiller. Aïta Mon Amour, à mon sens, c'est un groupe qui résonne, je trouve, particulièrement en ce moment, actuellement, parce que c'est vraiment un groupe qui porte et musicalement Aïta. Aïta, c'est pas un prénom. Voilà, on croirait Aïta. En fait, c'est une tradition musicale marocaine. Et donc, alors, j'en dis pas plus parce que c'est c'est eux qui en parleront dans l'interview. Mais en tout cas, que ce soit à travers cette tradition musicale et dans les textes, on est vraiment sur de la musique pour antiraciste, pour l'émancipation des femmes, la liberté des femmes et aussi toutes les personnes, les communautés stigmatisées. Donc ils sont vraiment sur une musique qui porte ça. Donc je trouve que ça résonne tout le temps, mais particulièrement en ce moment. Voilà, donc j'ai hâte qu'ils arrivent pour pouvoir parler avec eux de tout ça, quoi. Bah oui, carrément. Et de toute façon, on les retrouvera sur scène ce soir, à la scène du théâtre, du coup, à partir de 22h. Voilà, pour un set plutôt long finalement, parce que c'est jusqu'à 23h15. On était habitués sur les festivals à avoir des sets de 45 minutes, pas plus. Ce qui est un peu frustrant. Ce qui peut être parfois un peu frustrant ou parfois arrangeant, selon le groupe qu'on a en face de soi. Voilà. Parfois on peut se dire, tiens, 45 minutes sont suffisantes. On ne donnera pas les noms. Tu donnes des noms ? Ah non, je ne donnerai pas les noms. Ce n'est pas mon travail, mais c'est vrai qu'un set d'1h15, on peut s'attendre avec ce genre de musique à pouvoir rentrer vraiment dans une espèce de temps long où on se laisse un peu emporter et où, même si c'est pas forcément des sonorités ou de la musique qu'on a l'habitude d'écouter, se laisser porter par l'énergie, surtout que la scène du théâtre, c'est une scène qui est donc en intérieur et peut-être que ça permet de créer une autre ambiance que une scène de festival en extérieur dont on peut avoir l'habitude, où finalement on peut se sentir un peu éloigné du groupe. Je pense que c'est un bon choix que la scène du théâtre. Et en plus, à Aïta Mon Amour, il y a vraiment des temps de juste instrumentaux.
Donc effectivement, vraiment ce côté immersif, et je pense que du coup c'est pas du tout la même manière de vivre ça. 1h15, ça passe, je pense, avec eux très vite. Ouais, carrément. On peut peut-être annoncer notre programme de demain. Point météo. Alors c'est parti. Point météo par Ben. Demain il pleut. Alors demain il va faire un temps exceptionnel, particulièrement entre midi et 14h, puisque vous serez sur les ondes de vos radios Ferrarock avec non seulement un blind test animé par l'équipe de Bob FM, mais aussi un petit bout de live avec, on retrouvera Nayamo qui sera sur nos antennes tout simplement. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Et puis on reprendra par encore 2 heures de direct sur votre tranche favorite, à savoir le 17-19h, on vous connaît bien, et sur notre antenne rien autre que David Snug qu'on ne remerciera jamais assez pour ses illustrations de la Ferrarock que j'espère vous avez vu passer, mais aussi le groupe Lionstorm, The 113 et non pas 113, bref, vous découvrirez par vous-même si vous n'avez pas la nuance, et un interview croisé qui sera mené d'une main de maître, j'en suis sûr, par un animateur de la Ferrarock avec une rencontre entre Gablé et Girls in Hawaii. Qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les sépare? On t'écoutera pas vraiment très fort. Cette réponse sera révélée, on l'espère, sur la tranche de demain entre 17 et 19h, et ce sera ensuite le duo Raymour qui clôturera ces 2 heures de direct. Bref, que du bon comme d'hab, et le tout comme d'habitude dans les rues, les bars et les plus beaux monuments de Orléans au festival Hop Hop Hop. Effectivement, préparez-vous quand même demain entre midi et 14h à vous échauffer, puisque la radio Bob FM présente ici lors du festival va vous proposer des jeux de qualité. Voilà, c'est ce qui a marqué sur le programme. Nous on a fait qu'obéir aux ordres évidemment de la Ferrarock qui nous a demandé Non, vous n'avez rien poussé. Alors on n'a rien poussé, non, on nous a dit il va falloir animer quelque chose, et du coup on s'est dit ok, on va amener nos meilleurs jeux qui seront participatifs, bien évidemment. C'est tout à fait possible de pouvoir participer même en tant qu'auditeur, auditrice. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, voilà, notamment via les réseaux sociaux pour donner les réponses que vous aurez trouvées hyper vite. Voilà, c'est ça qui va se passer, en espérant... Sans difficulté donc. Sans difficulté, vraiment sans difficulté, en espérant évidemment que le temps sera de notre côté, puisqu'on est censé avoir un petit showcase demain. Donc c'est vrai que ça nous arrangerait pas mal qu'il fasse plutôt beau. Est-ce que vous avez, vous, déjà noté quel concert vous allez aller voir ce soir ? Alors ce soir, pour ma part, je n'ai rien noté. Voilà. On en est là. Il ne s'est pas du tout préparé. J'ai préparé la radio, j'ai pas préparé le live, je dois avouer. Mais c'est comme si quand même on va essayer d'aller voir Mickey. Pour ma part, j'ai adhéré à ce petit phénomène qui a fait rager un peu les haters du rap. J'ai trouvé ça super qu'une petite nana vienne bousculer un peu le rap game et perturber tous ces haters. Ça a fait bien plaisir pour ma part, et j'irai voir Pneu quand même parce que j'aime bien me laver les oreilles sur leur musique. Ça c'est très bien. Moi de mon côté, je sais que j'étais assez curieuse de Mickey, effectivement. J'aimerais pouvoir avoir le temps d'aller voir Tyler, qu'on a eu en interview tout à l'heure, parce que ça a l'air hyper bien ce qu'il fait. Donc à 19h, quand le plateau va terminer, je vais foncer tout droit vers le micro-campo. Et puis voir Totoro aussi, parce que moi j'aime bien aller voir les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille. Oui, que je n'ai jamais vu et dont j'apprécie pourtant la musique. Et toi, Sophie ? Je ne suivais pas du tout la conversation. Qu'est-ce que tu vas aller voir ce soir? En dehors d'Aïta, mon amour. La logistique de Aïta qui doit arriver sous peu, c'est pour ça. Oui. Ce soir, Aïta, mon amour, mais quelle question. De toute évidence. Non, vraiment, moi je les connaissais pas du tout. Donc c'est découverte vraiment qui m'a emballée. Donc ce soir, moi je suis à 22h, Théâtre de la Seine. Évidemment. Scène du théâtre, pardon. Oui, théâtre de la scène. La scène du théâtre, on ne sait plus. Et à part ça, tu vas voir quoi? Je sais pas, je vais manger, puis je vous suivrai. Ouais. Toi, tu te laisses porter quand même dans les festivals plutôt? Pas trop souvent, je suis toute seule. Oui, genre. Un peu trop seule. C'est vrai? Ouais. Non, mais on fera attention ce soir. On sera une équipe. Si vous voyez Sophie avec un badge Radio Méga et Ferrarock, n'hésitez pas à aller lui parler ce soir. Elle est adorable. Généralement, elle a plein de bons plans. Il y a une année, elle avait fait gagner des choses. Ah oui, non mais c'est nous qui l'avions gagné. Ah mince, oui, mais elle avait fait regagner, je crois. On avait gagné les tickets. Bref, Sophie, les bons plans.
En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous qui nous écoutez, si jamais le cœur vous en dit que vous n'êtes pas loin d'Orléans. N'hésitez pas à venir rejoindre ce festival. Il doit y avoir encore des places disponibles pour venir écouter de la bonne musique, des concerts de groupes qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est aussi un festival qui est là pour ça et c'est important. Aujourd'hui, dans cette ambiance de concentration culturelle et de concentration des gros festivals, de venir soutenir les petits festivals qui proposent encore de la musique émergente, de la musique indépendante, qui sont encore à des prix attractifs, où on ne paye pas 80 € sa soirée dans une optique de pure consommation. Il faut savoir rester curieux quand on écoute de la musique. C'est aussi pour ça que vos radios associatives préférées sont là, pour vous présenter ce genre de festival dont on soutient les actions et qui soutiennent évidemment les nôtres en retour. Et moi quand même, ce que j'adore au Pop-Up, c'est qu'on est en plein centre-ville, et moi j'adore quand il y a effectivement un festival ou des concerts ou un club qui participe entièrement à la dynamique d'un centre-ville. On peut s'y balader, on croise des gens, on va voir des concerts. Aujourd'hui, souvent, le live, le spectacle vivant est parfois relayé dans les périphéries parce que c'est plus simple, ça fait moins de bruit, etc. Mais c'est comme les commerçants, etc. C'est hyper chouette de les avoir dans les centres-villes. C'est ce qui fait que la ville est chouette et que ça bouillonne de partout, que les gens se rencontrent au hasard de la musique. Et ça, c'est pas partout qu'on peut retrouver ça en ambiance festival. Oui, ça c'est clair. Et puis en plus, on est sur quand même une petite jauge, donc quelque chose qui n'est pas submergent parfois quand on sait qu'il y a énormément de monde. Ça peut être un peu compliqué. Là, on est quand même sur des espaces qui sont aérés, des espaces qui sont agréables. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir ou évidemment à écouter vos radios préférées qui vous présentent les artistes que vous allez avoir le droit d'écouter ou pas d'ailleurs si vous n'êtes pas là. Mais en tout cas, on vous donne des petits aperçus de ce que ça peut être un festival avec de musique indépendante. Et bien, pendant que je dis ça, Aïta, mon amour, viennent d'arriver. On va les laisser s'installer, prendre tranquillement un casque, un micro. Et moi, je vais laisser mon micro à Sophie, qui va pouvoir mener une interview incroyable. C'est parti, tu n'as aucune pression. Je te laisse, c'est à toi. Merci Sarah. Bonjour Widad Mjama et Khalil Epi, bonjour. Salut. Mais on arrive vraiment, là on est pris. On vous capte sur le vif. Et puis je suis désolée parce que du coup on a un temps un petit peu plus réduit d'échange. C'est pas grave, nous on est très rapide. Allez, 1, 2, 3, la question. 1, 2, 3. Attendez, j'ai une petite présentation déjà de vous deux. Alors, et après, promis, il y a tout de suite les questions. Aïta, mon amour, donc c'est un duo avec donc vous, Widad Mjama au chant et vous, Khalil Epi, multi-instrumentiste. Vous apportez à Hop 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 le vent libre d'ailleurs, celui qui donne envie de rencontrer les autres et celui qui, à travers votre musique épique, poétique, eh bien, à mon sens, donne du cœur à la lutte. Et tout particulièrement pour nous en France, en cette période semaine marquée par la révolte sociale et je voudrais dire aussi plus largement marquée mondialement par un élan citoyen pacifique, antiraciste et anticolonialiste. Après cette petite introduction, pas la pression du tout. Vous n'avez pas la pression. Que je tenais à faire parce que j'ai été vraiment touchée par tout ce que j'ai découvert chez vous. Alors je vais commencer de manière assez classique dans les interviews par effectivement qu'on parle de Aïta, parce que Aïta, on l'a dit pour les auditeurs, ce n'est pas du tout un prénom. Aïta, donc c'est souvent désigné comme un cri, un appel au rassemblement, donc une tradition musicale marocaine. Alors j'en dis pas plus, j'avais prévu d'autres choses, mais du coup je veux vous entendre en parler, nous expliquer effectivement ce qu'est l'Aïta. Ok, alors l'Aïta est une musique traditionnelle maroco-marocaine qui a vu le jour quand les tribus autochtones Amazigh ont rencontré des tribus qui venaient de la péninsule arabique, Ben Ouhilal spécialement. Et c'est un chant qui a la particularité de se transmettre choralement, où les femmes elles ont joué un rôle central dans la transmission. C'est un chant de révolte, d'amour et en fait très actuel, qui résonne encore parce que c'est toujours les mêmes thématiques. En fait, on parle d'amour, de perte, de guerre et d'espoir. Parce que les sociétés traversent les mêmes choses de manière générale. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Aïta, mon amour, vous parlez de l'amour que vous portez à cette tradition ou pas ? Tout à fait. C'est vraiment un projet, il est né d'une fascination que je porte pour les femmes qu'on appelle les shirats qui sont porteuses de cette tradition-là. Et voilà, donc en fait, quand on était en train de chercher un nom pour le duo, il me semblait tout à fait normal que ça soit une déclaration d'amour. Le nom de notre projet.
Khalil, je voudrais vous poser la question. Khalil. Ah, vous faites bien de me corriger. Hein. Tout à l'heure, j'ai prononcé le nom de votre morceau. Bon, c'était peut-être pas tout ça. Khalil, et vous, qu'est-ce que ça vous fait de porter ce projet musical où donc il y a une place centrale féminine? Alors voilà, l'idée c'est pas d'opposer hommes et femmes, mais quand même, comment vous placez dans ce projet musical-là avec ce poids, cette tradition féminine? Sincèrement, je me pose pas trop la question. J'ai grandi, je pense, avec une mère très féministe et une sœur pareille. Et j'ai grandi avec plein de femmes. Peut-être parce que je jouais pas au foot quand j'étais adolescent, donc forcément. C'est très genré ce que tu dis. je traînais plus avec les. Non, mais je me pose jamais la question. Ouais. Je travaille avec UDED depuis des années. Je travaille avec Dina Abdelouahed. J'ai toujours eu et je me pose vraiment pas la question. Dans ce sens-là, et je pense que UDED non plus. Je sais pas. Non, tout à fait. En fait, on a cette chance-là d'avoir de collaborer. En fait, moi, comme je dis, mais toutes les personnes qui m'entourent, elles ne sont pas genrées pour moi. En fait, donc en fait, il y a vraiment pas du tout de dictat ou de stéréotypes. Donc quand on collabore, moi, Khalil ne fait pas une musique particulière parce qu'il est homme ou identifié homme, et c'est pareil pour moi en fait. Je suis fascinée par ces femmes-là parce que moi, dans l'environnement où j'ai grandi, j'ai baigné dans cette musique-là, et effectivement ces femmes-là, elles incarnaient une liberté qui vient de la ruralité, donc en fait c'est quelque chose de plus fort, et voilà. Donc, c'était le projet, et c'est pour amener un peu la lumière sur cette tradition qui est restée longtemps méconnue. Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé d'ailleurs de le réexpliquer. Je l'ai vu dans d'autres interviews, mais on ne connaît pas du tout ça. Je voulais vous demander aussi, souvent quand on vous désigne, enfin quand on parle de Aïta Mon Amour, du projet, on explique que c'est la rencontre entre musique traditionnelle et puis musique plus moderne, électronique. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas finalement un faux débat? Finalement, les musiques, elles ont toujours évolué avec les instruments, les outils tout le temps. Et vous ne faites que ça finalement, des musiques que vous aimez, puis vous en faites actuellement ce que vous vivez avec. Complètement. En fait, on se dit toujours, si l'Aïta devait exister en 2025, je pense qu'elle aurait été interprétée de cette façon-là, et pas d'opposition. Khalil le dit souvent, il n'y a aucune opposition entre tradition et modernité en fait. Donc, et la tradition elle-même, pour pouvoir perpétuer et continuer d'exister, elle a été obligée de changer et de s'adapter. Donc oui, ce n'est qu'une continuité à notre avis, quoi. Exactement. Oui. Non, enfin, pour moi, c'est comme je disais, le mot tradition, on confronte souvent à la question de modernité, alors que après, on va pas faire les intellos, mais la définition elle-même du mot, pour moi, la musique club, finalement, aujourd'hui, si dans notre entourage, on part tous les samedis dans un club au fin fond de Paris, en s'habillant d'une certaine manière, en se positionnant d'une certaine manière, pour moi, ça rentre dans une tradition qui est actuelle. Donc le mot tradition n'est pas forcément vieux. C'est pas quelque chose qui vient forcément d'un temps ancien. Je voulais vous interroger aussi sur, on vous désigne souvent, donc j'ai entendu c'est UDED plutôt, dans la prononciation de votre prénom. Il paraît que j'essaie de bien le prononcer. C'est très bien. C'est parfait. Comme la première rappeuse ou la femme, rappeuse marocaine. Est-ce que, pareil, je veux dire, le rap, donc plutôt associé aux États-Unis, qui est très codé, est-ce qu'il y a une forme juste vous d'émancipation de cette musique que vous aimez et que du coup vous en faites la vôtre? Et que vous reprenez pas les codes classiques. Alors, est-ce qu'on parle de rap ou on parle de Aïta? On parle du rap, mais du coup qui fait corps avec. Je pense que moi j'essaie de faire de façon que ça soit avec le rap ou l'Aïta, c'est d'y mettre ma touche à moi, mon identité. Effectivement, il peut y avoir des codes qu'on peut identifier, mais le but, ce n'est pas de les reproduire, c'est vraiment de s'approprier et d'y mettre sa touche et d'y mettre sa personnalité. Donc voilà. Pour revenir là sur votre album, Abda, oui. Il y a vraiment cette couleur, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais qui m'a marqué. C'est vraiment une couleur épique, je trouve, dans les chansons, que ce soit au moment du chant, mais aussi dans toutes les parties instrumentales. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, pour vous, quelle est l'idée épique? Vraiment, il y a un côté très historique. Enfin, on a l'impression d'être dans une histoire, mais
voyez, En fait, la Raïta elle-même, sa construction, c'est une musique. Déjà, on rétrécit beaucoup parce que c'est une musique qui dure des heures. Normalement, un morceau, ça dure pendant. Et il y a cette notion, je pense, qui installe. Et souvent ça dans les musiques traditionnelles, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une structure assez précise, comme on connaît la structure de la musique pop qu'on connaît tous, refrain, couplet, etc. Ces musiques-là, elles sont structurées, elles ont une cohérence, et c'est ce qu'on est parti apprendre finalement quand on est parti au Maroc avant de commencer ce projet. Et quand tu saisis cette structure-là, forcément, tu essaies d'en jouer, et je pense que c'est peut-être ce truc-là qui est l'installation un peu au début et qui part ensuite à la fin. C'est quelque chose qui existe vraiment dans la musique traditionnelle de la Raïta. Et peut-être aussi que, en fait, c'est comme on est resté fidèle au texte tel qu'il est chanté depuis très longtemps. Donc c'est ce qu'on est parti apprendre aussi, comme disait Khalil. Et je pense que c'est du storytelling, la Raïta, les morceaux de la Raïta. Donc on te raconte une histoire, et donc je pense que c'est peut-être ça ce qu'on ressent, même quand on ne comprend pas du tout la langue. Et donc ça me fait plaisir que vous ayez ressenti ça. Widet, Khalil, on va devoir se quitter. Non. Je suis désolée, j'aurais bien aimé vous garder plus longtemps. Juste, je pense quand même on peut souligner que vous êtes l'un des groupes mis en avant par la Fédération de concert. Voilà, donc on peut peut-être dire que votre déclaration d'amour a été entendue. Bah écoutez, on est ravis pour nous et pour les chichettes. Merci beaucoup à vous et bon concert ce soir à 22h. Merci infiniment. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup à vous. On va se retrouver tout de suite, sans transition musicale, du côté de notre régie technique à Dupanloup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Et oui Sarah, on t'entend très bien ici avec Raph qui gère la technique à merveille. Eh ben écoutez, je vous en prie pour cette interview croisée entre Pneu et Interzone. Eh ben ouais, là c'est la période estivale, on adore les mots croisés, mais on préfère les interviews croisées, histoire de se mettre en difficulté sur le festival Hop 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 pour clôturer ce premier jour de radio Ferrarock ensemble. Et on reçoit du beau monde puisque les Interzones sont avec nous. Serge Tessoguet à la guitare électrique avec Khaled Al-Rahmani, virtuose du oud, cette rencontre du rock et de la musique classique arabe, qui sont revenus l'année dernière avec un 5e album sur le label Intervalle Triton. C'est Vasla, 5e jour, qui succède au 4e, au 3e, au 2e, au premier jour. C'était ça un peu la continuité de ce nouvel album qui est paru l'année dernière. Une rencontre qui est née d'abord d'un coup de foudre amical au début des années 2000 à Damas, en Syrie. Une invitation au voyage dans cette musique entre Orient et Occident, à la méditation et à l'évasion. Ça c'est une des deux formations que l'on reçoit. À côté de l'autre duo, en face à face même, dans les studios, avec Pneu, Jean-Baptiste Geoffroy et Jérôme Vassereau, le matrock instrumental à 8000 tours minute, un effet cathartique garanti par ce projet à nature éphémère et urgente, qui est les Pneus, duo que l'on retrouve aussi dans la formation à géométrie variable, et en quadriphonie, la colonie de vacances. Les Quentin Dupieux de la musique concrète, auraient dit les non regrettés Vice. Eh bien, on est content de vous recevoir à nos micros. Bienvenue à la Ferrarock. Merci. Eh bien, bonsoir, bonjour. On a donc deux duos avec nous, deux duos qui ont passé déjà le cap de la vingtaine, que l'on retrouve sur le festival Hop 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 à l'occasion de ce festival LU qui fête sa 10e édition. Ça fait quoi d'avoir 2 fois plus de bouteilles qu'un festival de scène émergente ? Ça fait flipper un peu, mais ça fait plaisir. Quelque part, enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas, on se pose pas de questions, on avance quoi, on vit. Un festival de scène émergente, vous avez quand même pas mal baroudé avant d'en arriver là. Ça fait quoi de se retrouver sur ce type de festival ? Est-ce que vous le considérez comme un festival de scène émergente ou plus globalement de scène alternative, de scène indé ? On le considère comme un festival où on va jouer. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Moi, j'ai vu qu'on faisait l'interview croisée avec Pneu hier. Je suis allé écouter dernier ce qui est sorti, en fait, dernier titre. Et j'étais très heureux dans tous les cas. Tu vois, je me suis dit, c'est cool de faire une interview avec vous, en tout cas. Et parce que j'adore votre musique. Trop bien. Ça me touche vraiment. Après, je sais pas, tu sais, j'arrive, en fait. Moi, j'étais en Italie toute la semaine dernière et j'avance un peu au jour le jour parce que je fais des concerts d'un jour à l'autre avec des gens qui sont différents. Aujourd'hui, c'est avec Khaled, demain, c'est avec quelqu'un d'autre, après-demain, c'est encore avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je fais ça depuis les années 2000 et je suis en tournée tout le temps et je vois ce qui se passe dans la semaine, à vrai dire. Je suis juste très content d'être là, je suis content à chaque fois qu'on m'invite, quoi.
Vous avez un peu tous autour de la table moult formations. Je pense que si on regroupe un peu tous les projets différents, on atteint facilement 400 projets à peu près à la louche. C'est important pour vous de vous retrouver parce qu'on parle aussi d'amitié dans vos deux projets. À quel point c'est important de vous retrouver? Tu sais qui répond? Tu réponds? Vas-y. Non, bah écoute, pour Interzone en tout cas, c'est un coup de foudre musical et amical. Khaled vient de la musique classique arabe, moi du pop rock. On sait pas du tout ce qu'on va faire il y a 20 ans. C'est 2005, c'est notre premier concert. On s'est rencontrés à Damas, effectivement. Au départ, c'était qu'une expérience. On pensait pas du tout faire des albums, des tournées, que Khaled vienne habiter en France, etc. Que la guerre arriverait en Syrie. On savait pas tout ça. C'était au départ à titre expérimental, parce qu'on trouve, et l'un et l'autre, que c'est toujours hyper intéressant d'aller vers des gens qui sont pas du tout comme nous et d'apprendre des autres qui sont très différents. Voilà, moi je connaissais pas la musique classique arabe, pas plus que ça. Dans tous les cas, je m'étais jamais frotté. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aller sur le terrain de Khaled et lui inversement. Et il se trouve que l'amitié a fait que on a continué. Puis il y a eu tout un enchaînement de choses qui ont fait qu'on a continué. Voilà. Et vous, l'amitié du côté des pneus? Bah nous, on se voit de toute façon. On n'a pas arrêté de se voir pendant tout le temps. On n'a pas fait de concert avec Pneus, mais on est hyper content de pouvoir enfin refaire un peu ça. Ça nous remet en forme. On est bien. Ouais, il y a un truc un peu. C'était un peu nécessaire pour nous, un peu de revenir à ce rapport un peu à la violence, quoi. Et puis un truc cathartique. Peut-être par les temps qui courent, ça nous fait du bien d'extérioriser ça d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais. Vous avez déjà bravo d'avoir survécu à la tournée qui a suivi la sortie de l'album, parce que je pense que ça vous a coûté quelques points de vie. Franchement, on est sérieux maintenant. Ça nous a redonné des points de vie, quoi, plutôt en fait. Il y a cette particularité, l'amitié, comment on se retrouve pour composer après plusieurs années sans avoir sorti d'album. Est-ce que vous avez quand même des rendez-vous réguliers pour vous voir, pour échanger? En fait, d'abord, il y a le rencontre, à quel niveau, je ne sais pas à quel niveau que le rencontre, il peut changer la vie de quelqu'un. C'était le cas pour nous deux, Interzone, en fait, pour Khaled et Serge. Et après, s'il y a cette alchimie entre les camarades musiciens, même s'il y a des coupures pour des années, par exemple, ou pour longtemps, tout de suite, quand on se trouve la même énergie comme si c'était hier. Avec Serge, je ne sais pas, il y a 3 mois, 4 mois qu'on ne s'est pas vu. Oui. Et aujourd'hui, tout de suite, comme si on a joué hier, quoi. Et ça, c'est vraiment, grâce à l'amitié et aussi à comprendre que chacun l'autre, en fait, à la manière musicale et artistique. On répète jamais. Tu vois, des fois on joue pas pendant des mois, des fois on joue, voilà, avec plein de dates qui suivent, enfin plein non, mais des dates qui suivent, on va dire. Et on a plaisir à se retrouver, en fait, sur le moment. Et les heures qui précèdent le concert, en fait, c'est là où tu te reconnectes. Mmh. Et la musique, elle suit. En fait, si on se reconnecte, la musique, elle suit, toujours. C'est ça la particularité pour arriver à composer ensemble, c'est justement cette connexion, cette reconnexion assez instinctive. Instinctive, je sais pas, mais dans tous les cas, on compose l'un pour l'autre, toujours. Il y a des idées qui fonctionnent, qui ne peuvent pas fonctionner avec quelqu'un d'autre que Khaled. C'est impossible. Elles sont juste vouées à mourir dans le coin de mon cerveau. Et grâce à Khaled, elles existent, par exemple. Et vous, du côté de Pneus, ça a été évident de vous retrouver après 9 ans d'absence, en tout cas discographique? Ça a été évident. Franchement, on s'est remis à faire des répètes. On a fait un peu comme d'hab. On a fait du jam. On a enregistré un peu tout ce qu'on pouvait. On a fait le tri, des petits montages. Non, ça prend toujours un petit temps, quoi. Mais en tout cas, ce qui nous a, je crois que ce qui nous a plu, c'est d'avoir un peu des petits trucs de fraîcheur, un peu qu'on n'avait pas eu l'occasion d'aborder avant et qu'on a pu faire un peu là avec ce disque. Donc c'était cool, quoi. Ça nous a bien motivés. La fraîcheur au bout de 19 ans, ça fait un peu plaisir quelque part. Un truc un peu agréable.
Et vous êtes parti sur une voie un peu plus, sur le dernier album en tout cas, et même en live, quelque chose d'un peu plus heavy, d'un peu plus sonique, d'un peu plus pesant, je trouve, dans l'atmosphère, moins solaire. Ouais, c'est un peu plus sombre, et puis oui, moins solaire, ouais, sûrement. On avait, en fait, le côté un peu fun, ça peut toujours avoir un peu une contrepartie. C'est cool, mais ça correspond pas forcément au mood que tu as envie d'avoir sur le moment. Et là, du coup, en fait, ça, comme disait JB, ça nous correspond en ces temps. Ça fait du bien de faire ça comme ça. Est-ce qu'on se fait avoir par le climat ambiant quand on compose comme ça? Je crois qu'on est toujours un peu poreux. Je sais pas pour vous. Oui, je ne sais pas si on peut choisir le mode, en fait. Ouais. Personnellement, je ne décide pas. Ouais. Quand je compose, les choses elles arrivent comme si c'était dans un rêve. Ouais. Le rêve, on ne choisit pas le rêve. Ouais. On rêve. Tout simplement, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on compose, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Parce que par exemple, vos compos, vous prenez un temps de répé, je suppose, c'est composé, c'est écrit ou c'est toujours des formes très libres Il y a des idées écrites et il y a des idées qui développent pendant qu'on travaille, en fait. Ouais. C'est comme ça. Et parfois, tu commences par quelque chose, tu finis par autre chose. Vous connaissez ça très bien. C'est ça. Mais la finalité, elle est un morceau que vous avez enregistré, que vous allez jouer ce soir, qui a quelque chose de très... Oui, il n'y a pas d'impro sur... Les impros, il peut y en avoir dans les solos de l'un ou de l'autre. Ouais. Et à vrai dire, moi de mon côté, que je suis guitariste, il n'y en a pas tant que ça finalement. J'ai peu de marge, mais j'aime la musique écrite aussi. En fait, c'est une toute petite partie de mon travail. La plupart du temps, j'improvise tout le temps. Et j'adore Interzone pour ce côté morceau structuré. Ok. Ouais, j'adore. Mais ouais. Mais je crois comment dire, on est tous en réaction au monde. En fait, on en parle souvent des artistes qui sont en réaction au monde par rapport à leur art et tout ça. Enfin, je pense qu'on fait tous pareil, finalement. Bah, de toute façon, on est toujours... À part de faire de la musique de merde marchande, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et sinon, ouais... C'est ce que j'allais dire, justement, vous avez aussi ce point commun entre vos deux formations, c'est d'être assez en marge à ce monde marchand. On peut penser à demain l'exposition, en tout cas on recevra sur le plateau David Snug, un BDiste et membre de Trotsky Nautique, qui a une exposition à la librairie Jaune Citron, qui a aussi cette approche très particulière à la fois de l'industrie musicale et peut-être plus globalement du capitalisme. Vous, c'est quoi votre rapport justement à l'industrie musicale et au capitalisme ? Ben, l'argent dominant, faut voir où ça mène, quoi. Enfin, le capitalisme dominant, les fonds vautours, enfin tout ça qui dépasse les pays, on sait tous là où ça mène, c'est l'appauvrissement de la culture, de l'éducation, du service public, manque de moyens dans les hôpitaux, pour tout, quoi. En fait, pour toute la vie commune, en fait. Et c'est une catastrophe parce que ça tue le vivant. Donc pour contrer ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça ne passera que par la jeunesse de toute manière, comme ça a toujours été. Finalement, les jeunes, ils sont obligés de trouver des solutions. Et moi, je suis déjà vieux, donc c'est encore une autre histoire, tu vois. Mais pour les jeunes musiciens maintenant, je me demande comment ils font. Ils peuvent pas vivre de leur musique, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a aucune forme de rémunération qui soit suffisamment correcte pour qu'ils puissent vivre. Et ça, c'est toute l'industrie marchande, tout ce monde marchand qui a développé, en fait, qui est un rouleau compresseur qui écrase tout, en fait. C'est une catastrophe. Après, c'est vraiment grave parce que on peut dire, en fait, on sait, nous, quand on est zikos, qu'est-ce que c'est de pouvoir jouer d'un instrument, qu'est-ce que ça veut dire d'explorer un instrument pour avoir suffisamment de langage et de souplesse dans son langage pour pouvoir le faire évoluer, etc. C'est des milliers, des centaines de milliers d'heures de boulot. Donc quelqu'un qui est obligé de taffer à côté pour subvenir à ses besoins, ne serait-ce que pour vivre et se loger, c'est qu'est-ce qu'il va proposer musicalement, en fait. C'est plus difficile, tout est plus difficile à tous les niveaux. Enfin, voilà.
Et on en place une pour emmerder des CRS qui frappent les jeunes, justement, qui protestent, en ce moment même en France, qui bloquent les lycées, par exemple. Quel impact ça a dans vos choix de diffusion de votre musique, justement? Vous n'avez pas passé par les mêmes circuits aussi de type ultra commerciaux, vous êtes plutôt sur des systèmes plus indépendants, plus alternatifs? Clairement, il y a quand même, nous, je crois que c'est un peu ce qu'on voulait faire dès le début, en fait, en faisant ce projet, c'était de faire un peu tout nous-mêmes, d'utiliser un peu de faire partie de ce réseau un peu de contre-culture, underground, DIY, puis de dire qu'en fait les choses sont quand même possibles, que tout est faisable, en fait suffit de le faire, et dans certaines mesures, mais en tout cas de faire de la musique, de faire des concerts, des tournées. Il y a un réseau qui existe, il y a des gens qui font ça avec passion, et voilà, c'est la façon qu'on a eu, nous, de rentrer un peu, de faire ce groupe, quoi, en fait, directement. Ouais, puis de vivre comme on vit maintenant, de rencontrer les gens qu'on fréquente maintenant, et ouais, c'était ça. Et puis il y a jamais eu la question de, en fait, l'industrie mainstream, elle n'existe pas pour nous, quoi. On la connaît pas, on n'a pas envie de la connaître, et il n'y a pas eu de désir de rencontre, jamais. Eh ben, merci beaucoup. Il faut vivre Attends, je veux juste terminer un truc. Il faut vraiment vivre dans des mondes parallèles, en fait. On n'a pas d'autre choix. Et en plus, par rapport aux plateformes, par exemple, Spotify, Deezer, c'est les grosses plateformes des début des années 2000. J'ai toujours ne pas voulu aller sur les plateformes parce que c'est des voleurs par rapport aux artistes et aux jeunes producteurs. C'est vraiment du vol, c'est vraiment scandaleux. Et en plus, par exemple, Spotify, on a appris il n'y a pas très longtemps qu'ils investissent dans l'armement américain. Donc quand même, faut savoir où on fout les pieds. Moi, je préfère ne pas y aller et vivre en parallèle de ce monde-là, marchand, et il y a effectivement des moyens de vivre autrement, dans tous les cas en se fédérant, en se réunissant, quoi. Eh ben merci Interzone et Pneus pour ces messages qui nous font du bien, et pour défendre encore l'alternative l'indé, et d'avoir encore ce goût de l'émerveillement que vous avez pour la musique, entre autres. Merci les radios Ferrarock, on se retrouve demain au festival Hop Hop Hop.